17h à Yaoundé, mesdames, messieurs, bonsoir. C'est un plaisir de vous retrouver nombreux pour une autre séquence de votre tribune, le Grand Soir. Le Grand Soir avec une incursion spéciale dans la gouvernance du Cameroun, avec justement un plan phare sur le cumul de fonctions administratives. La question se pose, comment est-ce qu'on arrive à ce que un seul ministre soit à la tête des deux départements ministériels? Comment est-ce qu'on arrive à ce que de façon non statutaire, on puisse avoir un haut commis de l'État à la tête de 4 conseils d'administration? Est-ce que ce type de gouvernance sera capable justement d'apporter l'émergence du Cameroun? Peut-on espérer une meilleure santé en termes de gouvernance lorsqu'il y a autant de scissions dans la haute administration? Ou alors, ce type de gouvernance est-il porteur de fruits? On va en parler de long et en large ce soir sur le plateau du Grand Soir. Aujourd'hui, on ne va pas faire comme d'habitude. On va tout de suite passer à la présentation de ceux qui vont nous accompagner durant ces 1h52 de direct sur Info TV. Je vais commencer par porter à votre connaissance justement la présence de notre consultant sécurité et stratégie, le docteur colonel Didier Badjek, une fois de plus, répond présent à l'appel. Bonsoir docteur. Bonsoir Stéphane, bonsoir à tous les co-panélistes. Toujours un choix précis, judicieux et pertinent pour éclairer la lanterne de vos millions de spectateurs que je présume être déjà tous attentifs devant leur téléviseur. Et donc j'espère que le premier sujet il est d'une acuité assez profonde, oui, et que nous allons apporter, on ne va pas commencer le débat là, on attend vos questions pour nous diriger comme d'habitude. Merci docteur Badjek. On va évoquer justement ces questions de management avec vous, puisque vous êtes un expert en la question. Autre acteur qui répond présent sur ce plateau, le professeur Edmond Biloa. C'est un universitaire accompli, un homme politique reconnu. Il est sur le plateau du Grand Soir. Bonsoir professeur. Bonsoir Stéphane, bonsoir à mes co-discutants, bonsoir à tous les téléspectateurs de Info TV. Professeur, on aurait cru que vous vous rappelez une seconde jeunesse avec ce look. Oui, effectivement, c'est un costume que j'avais acquis il y a une quinzaine d'années. Oui. Et donc, je le mets aujourd'hui, 15 années après. Pourquoi aujourd'hui? Je ne sais pas pourquoi, c'est juste une coïncidence. C'est une coïncidence. C'est une coïncidence. Merci, professeur Edmond Biloa. Plus besoin de préciser que le RDPC n'a aucun secret pour vous. Vous êtes d'ailleurs ce qu'on pourrait appeler apparatique de cette formation politique. Autre acteur politique aussi qui nous accompagne ce soir, le docteur Jean-Moïse Mbok. Lui aussi va nous irriguer de sa sagesse et justement de son expertise. Bonsoir docteur. Good evening Stéphane, good evening to all our co-panelists and the televiewers. The topic of today is so sensitive. That's why I want to introduce in English to ensure our brothers in the other side that we are with them. And this show concerns all Cameroonians. Thank you for the invitation. Thank you, dear doctor, for your presence here. Je m'en vais poursuivre l'exercice avec un autre docteur, docteur Essomba Bena Timothée de son prénom, juriste et chercheur, en d'autres lieux, en d'autres circonstances, journaliste émérite. Bonsoir docteur. Bonsoir Stéphane Barga, bonsoir à nos millions de panélistes. Merci pour cette jolie présentation, mais le devoir de modestie et surtout d'humilité qui m'incombe m'oblige à refuser les méritats que vous voulez me concéder sur ce plateau, parce que je sais que je suis encore à l'orée de ma carrière et je continue de faire mes pas en étant bien entouré par tous ces aînés qui sont sur le plateau. Merci, docteur Essomba. On achève l'exercice de présentation avec un acteur particulier, un homme politique accompli. Il, en son temps, était du côté de Macaque pour la mairie. J'aime bien celui proche des questions économiques. J'aime bien cet aspect-là de monsieur le maire Sylvestre Enyek. Bonsoir, monsieur le maire. Bonsoir. Merci de me convier une fois de plus à ce vendredi que je commence à considérer comme un vendredi spécial. Oui. Parce qu'il me semble
que les vendredis prennent la peine d'abord de prendre des sujets assez aigus, mais nous éviter des débats de généralité. Oui. Le panel ressemble donc au sujet. Je vous ai donc expliqué. Vous trouvez aussi le sujet sensible comme le Dr Mbok? Je ne sais pas si c'est sensible, mais il est pointu tout au moins. Oui. Parce qu'en fait, vous savez, lorsqu'on vous invite à des débats où on parle de peut-on aimer sa femme ou pas, c'est tellement générique et général que... Mais c'est aussi important, l'amour. Je n'ai pas dit que c'est pas important, mais j'ai dit que ce débat peut être un débat de généralité dont tout le monde peut trouver son compte. Oui. Mais moi, j'estime que j'ai un privilège d'être sur ce plateau avec des gens qui ont des choses précises à dire, Oui. dans des choses dont ils ont une parfaite connaissance. C'est vrai que votre parole est particulièrement attendue. Les managers, ceux qui ont flirté avec ces milieux-là, sont questionnés sur justement cette situation assez spéciale au Cameroun, puisque nous sommes dans le débat. Entrons-y, je reste avec vous. Oui. Monsieur le maire, on va parler donc de ces cumuls de fonctions administratives, on pourrait dire au Cameroun, et avec cette gouvernance à l'épreuve, avec le point d'interrogation. Monsieur le maire, est-ce qu'il est possible, ou alors dans l'entendement commun au Cameroun, est-ce qu'on peut concevoir qu'on puisse se retrouver avec une personnalité à la tête de 2 ministères? Stéphane Baga, la réponse est dans votre question. Il y a bien au Cameroun des gens qui gèrent 2 ministères. Il y a bien au Cameroun des ministères qui ne sont pas pourvus. Il y a bien au Cameroun des choses extraordinaires qu'on ne verrait pas ailleurs. Donc c'est dans le domaine du possible. Ce qui est possible est donc concevable. Donc, entendez que c'est... Mais lorsque vous m'avez convié à ce débat, je suis allé relire certaines correspondances, certains écrits de mon cher aîné Marafa Amidou Yaya, Oui. qui en son temps... Il écrivait beaucoup à un moment. Oui, il écrivait. Il est malheureux qu'il écrive chaque semaine. Il était en prison, il faut le préciser. Mais lorsqu'il retransmettait, il transcrivait ses causeries avec le chef de l'État Paul Biya, qui est toujours en poste, il m'est arrivé à lire qu'il lui demandait, est-ce que tel aussi est ministre? Il dit, oh, c'est le ministre d'État. C'est un homme à qui on a donné un portefeuille, mais il n'est pas ministre. On a une quinzaine de ministres, des gens à qui on a donné des portefeuilles. Je me suis donc dit, mais des 2 choses l'une. Ou un ministère est important, auquel cas on ne peut pas confier 2 ministères à un seul individu. Ou ça ne vaut rien, ou ce n'est pas un ministère, et on peut confier même 5 à la même personne. C'est comme ça que je prends ça. C'est le Cameroun est un cas atypique. Lorsque vous avez un ministère comme celui de la formation professionnelle, qui en ce moment me semble être un ministère clé pour l'avenir de notre jeunesse, et qu'on le confie parallèlement à quelqu'un qui gère de la jeunesse, je me dis, bon, apparemment ça se ressemble, mais ça cause un problème de management qui est très sérieux. Mais ce qui tempère mes ardeurs en termes de critique, c'est que je me dis, en fait, les ministères chez nous ne servent à rien. C'est grave ce que vous dites. C'est l'impression que ça donne. Ça ne sert vraiment à rien du tout. Donc vous voulez exprimer le fait que depuis que le ministre Mounouna est là-bas, est-ce qu'il y a un problème? Il ne peut pas faire un bilan, ou alors depuis qu'il a remplacé Issa Chiroma à l'emploi, à la formation professionnelle, il n'y a rien qui a été fait de façon à ce qu'on puisse dire que ce ministère n'a aucun contenu. Il ne me semble pas qu'il y ait un couac dans ce ministère depuis qu'il est là. Tout va bien là-bas? Je ne sais pas. Il me semble qu'on lui demande à un moment donné de rendre compte. Donc la transfert à rien. Les ministères sont un ensemble de gâteaux qu'on partage de façon géographique et ethno-tribaliste, de manière que chaque ethno, chaque communauté se sente à l'aise. Mais on n'attend rien des ministres. Parce que sinon, si je connais un peu ce ministère, vous imaginez un ministère qui gère pratiquement une centaine de milliards à la Banque mondiale en termes de formation. Qu'on confie à un homme qui n'a pas encore fini de gérer ses 103 milliards de projets triennales. Il y a un problème. Imaginez un seul instant que nous avons, depuis au moins 5 ans, le secteur était aux pandémies ou quoi, c'est vraiment. Oui. Les malades, tout était quoi? La santé. À la santé. C'était l'État chargé de quelque chose. Oui. Dans le Covid et tout, n'est-ce pas? Les pandémies. Les pandémies. Il n'a pas été remplacé, il n'y a pas de problème. Tout semble aller normalement. Imaginez un seul instant que le ministre du tourisme et des loisirs, je voudrais enlever loisirs, parce que là, je reprends loisirs comme quelqu'un disait, les lois ressemblent aux loisirs. Imaginez que ce ministère, qui ailleurs, gère pratiquement 30% du PIB, comme au Kenya,
En Tunisie, c'est 46%. En Tunisie, 46%. Et que ce ministère... Au Rwanda, c'est plus de 50%. Quand vous imaginez donc que ce genre de ministère a été confié à quelqu'un qui est déjà occupé ailleurs, il y a un ministère qui ne sert à rien. Maintenant, on passe au niveau des conseils d'administration. Parce que on va faire le débat. Non, mais je vais me reprocher qu'il n'y a que tu te mêles des affaires du chef de l'État, alors que l'article de la Constitution dit qu'il est responsable de la nomination aux emplois civils. Et c'est l'article 6, 8, combien? C'est 8. Article 8. Je sais qu'on a graduellement. Il a de quoi tu te mêles? Un petit peu, tu ne pas le chef de l'État. Laissez-nous les lois, ça ne sert à rien. Le décret chef de l'État dépasse la loi. Dans ce genre de contexte, je pense que tout ce qu'on peut faire, pour nous ici, ce n'est pas pour la gouvernance actuelle. Parce qu'elle nous a montré qu'elle peut se foutre de tout. On peut avoir un président qui n'est pas là, mais qui travaille en tout temps et partout où il est. On peut avoir des ministères qui ne sont pas pourvus, il n'y a pas de problème. On peut avoir des gens qui cumulent partout, il n'y a pas de problème. Dans ces conditions, ce que nous faisons aussi, moi en particulier, ce n'est pas pour l'actuelle gouvernance. C'est pour la gouvernance prochaine que je suppose, lorsqu'elle va arriver, va capitaliser tout ce qui a été fait en bien et éventuellement en mal par le président, la présidence de gouvernance, pour que le Cameroun aille mieux demain qu'il ne le fait aujourd'hui. Merci, monsieur le maire. Alors, docteur Badjek, je me tourne vers vous. C'est vrai que nous sommes encore dans les préalables qui voudraient à ce qu'on puisse parler de gestion saine en termes de ressources humaines. Mais lorsque dans le gouvernement, la question pourrait être transversale, mais elle peut servir aussi de fil d'Ariane. Lorsque dans le gouvernement, il y a des ministères qui ne sont pas pourvus, où il y a des ministres qui sont par intérim des années durant, où il y a des ministres qui cumulent sur des secteurs de la vie publique qui sont assez importants. On parle là du tourisme, des loisirs, on parle là de la formation professionnelle. Il y a quand même lieu de s'interroger sur la perception, et monsieur le maire le relevait, de ces ministères-là et de celui justement qui leur confie cette double responsabilité. Est-ce que, en termes de management, il y a des cas similaires que vous avez pu découvrir ailleurs, ou alors on est là dans les spécificités du management à la camerounaise? Non, moi je pense que, bon déjà, nous sommes là, hein, il faudrait qu'on ait toujours ce regard prospectif vers cet horizon-là qui se dénue un peu de certaines participations ou appartenances. Parce qu'aujourd'hui, nous devons construire notre pays. Et pour construire notre pays, il faudrait qu'on se base sur un socle managérial qui soit moderne. Le Cameroun ne fait pas exception à la modernité du management public et même du management des entreprises. Et ça, c'est une tare, je vais l'appeler comme ça, sans risque de bien vouloir occuper des gens là où ils ne sont pas. Parce que la précision, n'est-ce pas, d'un poste à engager ou alors à conduire, n'est-ce pas, oui, participe d'abord de la pertinence de ce qu'on met dans la coquille. Sinon, elle est une coquille vide. Vous avez aujourd'hui cette obésité, d'abord, il y a beaucoup de ministères. Oui, beaucoup de ministères. Une obésité déjà au niveau des sectoriels qui me semble être difficile à pouvoir spécifier en vision, en axiologie stratégique, la vision globale du chef de l'État. Qu'est-ce qu'un ministère aujourd'hui? Un ministère est dans une pyramide qui doit être animée par un chef de gouvernement. Alors, dans ce processus-là, quand on change des gens tout le temps, ou alors qui sont habitués à rester là, je sais pas moi, par un héritage comment on va appeler ça, de jacobinisme, c'est-à-dire la pure centralisation du pouvoir, n'est-ce pas? Il faudrait que ce soit engagé par un petit groupe. Moi, je pense que ça peut pas aller. Ça pose déjà un autre problème qu'on pourrait peut-être voir un peu après, c'est que les ministères sont absolument politiques. Ils ont été créés, n'est-ce pas? Les postes ont été créés pour contenter, n'est-ce pas, les postes de rente. Voie de rente. Alors, ça pose donc un problème. On ne peut pas satisfaire tout le monde. Et on arrive donc à cette situation. Alors, à ce niveau, docteur, est-ce que vous validez la cession du ministre d'État Marafa qui, en son temps, dans ses mémoires, on peut désormais l'appeler ainsi, et partageait une confidence du chef de l'État qui lui disait que il y a à peine 15 ministres au Cameroun, le reste, c'est des individus à qui on a donné le titre. Mais je pense que le travail du ministre est un travail extrêmement important. Parce que déjà, pouvoir décrypter la vision stratégique globale du chef de l'État et la transformer en vision sectorielle, c'est déjà un gros problème. Oui. Après ça, trouver les composantes pour être capable de pouvoir gérer cette axiologie stratégique-là et trouver surtout, n'est-ce pas, des éléments fondamentaux, n'est-ce pas, des indices de performance
à mesurer et à calculer, je trouve que c'est difficile. Alors, quand même déjà il y a le cumul, je ne sais plus là, comment est-ce qu'ils font? Ce travail est extrêmement difficile, c'est un tableau de bord. Vous voyez, vous faites un arbre à problème, vous posez la vision, vous descendez les activités stratégiques, vous allez sur les composantes, mais vous devez avoir ça même dans votre ordinateur, même sur votre portable. À chaque moment, vous voyez quel est le potentiel de réalisation de cet axe, de cette mais qui évalue? Écoutez, et qui évalue? Oui. C'est le ministre qui évalue, parce qu'il est comptable de la possibilité de... Le Premier ministre. Oui. Vous comprenez? Premier ministre. Vous voyez que c'est extrêmement difficile. Vous posez déjà des questions managériales qui sont absolument importantes et qui sont des évaluations d'étapes. Vous comprenez que même déjà ici, il y a quelque chose qui ne va pas. Vous ne pouvez pas être cohérent si vous avez autant de travail. Vous ne pouvez même pas être cohérent si jamais vous êtes en même temps ministre, en même temps auditeur. D'où vient qu'un ministre soit en même temps un président de conseil d'administration? Comment il fait pour se mettre, pour être opérationnel? Donc, ouais, c'est des choses qu'on dit comme ça. On pourrait dire que le cas camerounais est particulier. Je ne sais pas en quoi est-ce que les Camerounais sont particuliers en Afrique. Nous sommes des Africains. Nous travaillons dans ce contexte. Moi, ce que je voudrais dire, c'est qu'on regarde souvent aussi ce qui se passe ailleurs. Nous avons regardé, quand on préparait l'émission, on a regardé ce qui se passait au Maroc, ce qui se passait au Kenya, ce qui se passait au Rwanda. On a vu déjà qu'il y a, il y a une extrême flexibilité. Je dois vous dire une chose, c'est que si vous n'avez pas la spécificité pertinente de l'emploi, de la mission, vous ne pourrez rien faire. Donc ce que vous allez faire, vous allez tomber dans ce qu'on appelle la monotonie. On va la régler et il n'y aura aucune perspicacité dans les propositions d'administration publique que vous allez proposer. Donc on va dire maintenant que ceux-là ils sont sur le plateau, peut-être qu'ils veulent être à notre place. Ce n'est pas le problème, ce n'est pas la question. La question est de pouvoir faire quelque chose, de se concentrer sur ce qu'on a à faire, et c'est suffisamment important, la sectorielle est suffisamment importante pour qu'on aille, n'est-ce pas, s'occuper encore d'autres choses. Donc pour ma part... Est-ce qu'à ce niveau, docteur, restons sur des choses que les Camerounais peuvent comprendre. On est déjà, par exemple, ministre de l'Agriculture, c'est le cas du ministre Bayrobé. On vous ajoute, l'État vous ajoute encore, ou alors le président de la République vous confie encore un autre ministère. Ailleurs, je mets bien ailleurs, éminemment sensible, on parle là du tourisme et des loisirs. Ça veut dire que il faudrait être un surhomme. Lorsque l'on connaît... Il y a un ministère qui ne sert à rien parmi les deux. S'il vous plaît, monsieur le maire, on est très sérieux sur ces choses-là. Lorsque l'on connaît la place de l'agriculture dans justement le projet du Cameroun, dans le projet d'émergence du Cameroun, et lorsque l'on connaît ailleurs la place du tourisme et des loisirs dans le PIB, vous avez le Rwanda, la Tunisie, le Maroc et autres, est-ce que ce n'est pas à celui à qui on confie la mission, peut-être de la refuser et de dire à celui qui monsieur le Président de la République, vraiment, j'ai déjà assez de travail à l'agriculture, pourquoi m'envoyer encore au tourisme et loisirs? Ça peut laisser subodorer que de manière simpliste que s'il y a des ministères qui ne servent à rien. Parce que pour moi, le moindre ministère, moins ce sectoriel, pour moi, il n'y a pas de petit ministère mineur. Il y a une corrélation entre toutes les sectorielles qui permettent, n'est-ce pas, la progression exécutive de l'administration publique. Moi, si quelqu'un peut être cumulé 2 places de ministre, je peux vous dire que moi j'ai quand même été proche de mon ministre avant. Le pauvre Iran, je le voyais toujours entrer avec des valises de paraffeurs le vendredi soir, et vous alliez chez lui le samedi, il était en train de travailler, en train de signer les dossiers. Alors si vous lui ajoutez encore un autre ministère, soit c'est que vraiment il n'y a rien à faire de l'autre côté, il ne peut même pas s'entourer de la véritable technocratie. Attendez, mais on peut parler de l'architecture, d'un ministère de souveraineté, vous évoquez la défense. Oui. Là-bas, c'est très sérieux. Oui, c'est très sérieux. Pourquoi ce serait autant plus sérieux que le ministère de l'administration territoriale autour de choses? Moi je pense que les sectoriels, justement, il faudrait que les ministères soient moins obèses pour qu'ils puissent servir, pour qu'ils puissent être de façon équilibrée, équilatéralement sérieux. C'est ça qui est le problème. Vous voyez, vous avez évoqué par exemple la formation professionnelle, la jeunesse, qui peuvent être toujours ensemble. Moi, c'est peut-être parce qu'ils se ressemblent un peu qu'on peut faire assurer des intérims. Et puis on peut mettre un ministre qui n'est pas plénipotentiaire au niveau des mines. Attendez, non, ça, il faut faire très attention. Il faudrait que nous puissions, ici, dans un contexte totalement scientifique, n'est-ce pas,
pas, de management public, être capable de dénoncer cette lourdeur que l'on attribue par exemple à l'administration communautaire et qu'on fasse passer qu'il y a certains ministres qui sont des surhommes. Ils ne sont pas des surhommes. Ça veut dire qu'ils font mal leur travail s'ils ont autant de travail de 2 ministères, ou alors ils le font pas bien. Ils survolent. Moi, je pense que c'est un constat qui est tout à fait honnête. Si le poste ministériel est là, il y a un certain... Vous savez un peu comment c'est difficile. Vous avez tous les techniciens, les technocrates du ministère qui sont des experts, qui viennent nous proposer, parce que là, vous êtes là pour justifier, défendre la politique du chef d'État en matière spécifique de ce ministère. Mais vous voyez un peu ce que ça génère comme conseiller technique, chargé d'études d'assistants. Il faudrait orchestrer ça, il faudrait être capable de pouvoir censurer, et qu'avec ce volume de travail, vous prenez encore notre ministère, déjà que au niveau spatial, c'est très difficile à faire, ou alors on va vous amener les paraffeurs de l'autre ministère. C'est la question qui se pose. Comment est-ce qu'ils font un jour là-bas, 2 jours ici, 2 jours là-bas. Ce n'est pas productif. Nous sommes dans une période de développement qui est extrêmement cruciale pour le Cameroun. Donc il faut prendre des décisions qui sont fortes. Il faut savoir être capable de conseiller le chef de l'État en la matière qu'il vous a exigé. C'est-à-dire que dans la composante spécifique de votre sectoriel, vous envoyez, et le ministre, le premier ministre, c'est lui qui a cette capacité-là, parce qu'il a tout plein de conseillers qui vont bien, des chargés de mission et tout, qui gèrent ça. Il y a une certaine ambiance, il y a une certaine orchestration, mais vous devez rendre compte. Vous devez rendre compte au niveau des correspondances qui sont quotidiennes vers le premier ministre, et ça doit être des synthèses. Ça doit être des synthèses qui participent d'une grande disponibilité et d'un grand effort intellectuel. Vous savez, le ministre, il décide. Il a la politique. Mais je dois vous dire que le travail qui est fait, si vous voulez être pris, n'est-ce pas, dans ce que les experts vous donnent, ne lisez pas signer. Vous allez voir ce qu'on va vous faire signer, n'est-ce pas? Vous faut être capable au moins d'orienter la politique. Voici ce que le chef d'État veut pour ce ministère-ci. Qu'est-ce que vous voulez? Comment vous décryptez votre mission particulière? Quelles sont les composantes? Je regarde la première composante. Ok, la défense de nos frontières. Où est-ce que j'en suis? Quels sont les KPI qui analyse la situation, la progression de cette composante-là. Tout ça, il faut regarder. Le ministre, c'est un homme qui est en perpétuel mouvement, en perpétuelle analyse, n'est-ce pas? Et il a tout cela. Moi, je pense que, vous savez, il y a certains ministres, quand ils quittent le poste, hein, à un moment, ils disent, bon, j'ai peut-être perdu les privilèges, mais mon Dieu, je l'appelle. Moi, j'en ai vu plusieurs, hein, qui étaient des amis. Oui. Bon, peut-être qu'ils le disent avec... non, j'ai vu plusieurs ministres, hein, je les rencontre après, monsieur le ministre, vous allez... Au Cameroun? Oui. Il me dit, mais au moins je vais à l'église samedi, je vais dimanche, je m'occupe de mes petits-enfants, c'est le repos. Parce que quand vous avez vraiment donné dans un ministère, vous n'avez plus rien. Merci, docteur Badjek. Alors, professeur Biloa, on est là dans les spécificités camerounaises, où justement on a ces positions de cumul-là. Le docteur Badjek, qui connaît le management, nous fait savoir qu'être ministre n'est pas une sinécure. On ne se repose pas là-bas, c'est pas l'endroit où on va en villégiature. Mais comment est-ce que des êtres normalement constitués parviennent à gérer, puisque ça fait un moment que 2 ministres occupent 2 ministères, ou alors occupent 4 ministères, on ne sait pas comment ça se passe. Comment est-ce que l'on définit les profils pour ces choix hautement singuliers? Parce que confier un ministère, ou alors 2 ministères à une seule personne, cela relève quand même de quelque chose de particulier. Ou alors le ministère pouvait être juxtaposé à un seul ministère, ou alors, comme M. le maire dit, il n'y a pas beaucoup de travail là-bas. Non, il y a toujours du travail au ministère. Quel que soit le ministère, il y a toujours du travail. Il y a toujours du travail. Un ministère, on donne à un ministère la gestion d'un pan de la République, d'un domaine de la République, d'un secteur de la République. Et le ministre ne peut pas dormir parce qu'il y a tellement de choses qu'on attend du ministère. Vous voyez. Et par conséquent, je pense que on ne peut pas imaginer que ce soit une bonne idée que quelqu'un qui a déjà un département ministériel, on lui demande de s'occuper d'un autre département ministériel alors qu'il avait déjà un département ministériel. Donc c'est un peu difficile. Donc
tous ceux qui ont travaillé dans les ministères vous disent qu'il y a beaucoup de travail au ministère. Il y a beaucoup de travail au ministère. C'est pour ça que vous voyez que les ministres ne partent jamais du ministère avant 23 heures. Hein? S'il n'y avait rien à faire, ils rentreraient très tôt chez eux. Il y a beaucoup de travail au ministère. Et donc, penser qu'on peut donner 2 ministères à un individu... Mais c'est le cas au Cameroun. C'est pas... Bon, écoutez, je pense qu'on aurait pu trouver une autre solution. Parce que si un ministre est de... Là, vous questionnez qui? Celui qui nomme, celui qui a décidé de cette situation, ou bien celui qui a accepté? Les deux. Mais normalement, celui qui nomme aux emplois civils et militaires, c'est le président de la République. Oui. Bon, donc, le président de la République a tous les conseillers que sont tous les citoyens. Donc, les citoyens que nous sommes, nous pouvons émettre des opinions sur la façon dont le président de la République nomme aux emplois civils et militaires. Et donc, on peut lui dire que là, ce n'était pas forcément une idée lumineuse. Il aurait pu prendre dans un pays où... C'est-à-dire que le président peut se tromper. Dans un pays où il y a un océan de compétences. Oui. Quelle que soit la région à laquelle vous pensez, il y aura toujours quelqu'un qui peut remplacer la personne qui est partie. Vous voyez. Donc, le ministre d'État, Bello Bouba-Maïgari, est parti. On aurait pu trouver quelqu'un de la région du Nord qui pouvait faire le même travail. Le ministre Issa Chiroma Bakari est parti. On aurait pu trouver quelqu'un de la région du Nord qui aurait pu faire ce travail. Donc, Ali Mayotte est décédé. Oui, il y en a qui sont décédés. On aurait pu trouver quelqu'un. Le secrétaire d'État dans le Nord toujours. De l'Amido, Ali Mayotte est décédé. Oui. Madame, la dame qui était ministre déléguée à l'agriculture est également décédée. Messina. Voilà. Donc parce qu'en réalité, quand on ne remplace pas, ceux qui sont partis, ça donne un surcroît de travail à ceux qui sont là. Vous voyez? Et ça veut dire qu'il y a certainement des pans de l'administration qui sont négligés, hein, au détriment de ce qui aurait dû être fait. Alors, à ce niveau, moi, j'interroge l'enseignant que vous êtes. Comment se fait le suivi, évaluation? Par exemple, lorsqu'on est Premier ministre et qu'on se retrouve avec un collaborateur qui a 2 départements ministériels à sa charge, comment est-ce qu'il vient rendre compte au premier des ministres? Ça se passe comment? En conseil, lorsqu'on finit avec l'agriculture, on attaque le tourisme et le loisir. Comment est-ce qu'on évalue donc une personne qui a autant de travail? Comment est-ce que ça se passe, professeur? Nous, on peut la croire, parce que vu d'ailleurs, et selon l'expérience... J'imagine que si on parle des 2 ministères qui sont occupés par un même individu, on commence d'abord par l'un et on passe à l'autre. Voilà. Bon. Donc, je pense que pour l'avenir, ce ne serait pas bien qu'on confie 2 ministères à un même individu. Sauf si on veut fusionner les 2 ministères. Auquel cas, il faut donc déjà une feuille de route qui est initialement déclinée avant la formation du gouvernement, n'est-ce pas? Les organigrammes sont publiés avant la formation du gouvernement. Donc, si on veut fusionner 2 ministères, en ce moment-là, on fait donc un organigramme. À ce niveau, professeur, ce n'était pas le cas, puisque ces nominations-là répondaient au départ que vous-même avez évoqué sur ce plateau du ministre d'État Bello et du ministre Chiroma. Oui. J'ai dit que ce n'était pas forcément une bonne idée. Et je crois qu'à posteriori, on verra bien que ceux qui ont occupé ces doubles fonctions ont eu certainement beaucoup de difficultés. Parce que si vous avez un ministère comme l'agriculture, qui est un ministère qui a des programmes... Un mastodonte. C'est un ministère mastodonte. On vous accole un autre ministère, le ministère du tourisme, qui a beaucoup de déclinaisons administratives. Comment vous pouvez vous en sortir, n'est-ce pas? Donc, je pense qu'on aurait pu, administrativement, donner à titre intérimaire
ces ministères-là à des conseillers techniques qui sont à la présidence ou au premier ministère, n'est-ce pas? Ou à chargé des missions. Ou bien au ministre chargé des missions. Pourquoi ne pas faire un réaménagement? Ça s'est souvent fait d'ailleurs. Oui. Ça s'est souvent fait. On a souvent confié à titre intérimaire à un ministre chargé de mission un ministre. Moi, je me souviens, quand Justin Dior était ministre chargé de mission, on lui avait confié le ministère des Mines. Voilà. Quand il avait remplacé Jean-Baptiste, comment il s'appelait? Belouquin? Non, pas Belouquin. C'est lui qui était aux mines, qui a été DG du port. Oui. Donc, c'était une issue. Si on ne voulait pas procéder à un réaménagement ou à la formation d'un gouvernement. Donc, il y avait plusieurs possibilités. Merci, professeur. Docteur Mbok, c'est vrai que ceux qui nous regardent depuis le Bénin, le Mali, la Côte d'Ivoire, pourraient nous regarder de façon assez étrange. Lorsque l'on leur dit qu'il y a des ministères qui ailleurs sont ceux de souveraineté, qui sont accoulés à d'autres au Cameroun, et on se rend compte qu'il y a un seul haut commis de l'État qui parvient à jongler entre les deux. Lorsque l'on fera le bilan, on pourra dire la faute à qui? La faute à celui qui a reçu la mission ou la faute à celui qui a envoyé la mission? Mais écoutez, quand je suis mes aînés qui ont pris la parole avant moi, je voudrais ressortir déjà qu'il y a deux réalités qui s'affrontent au Cameroun. Vous avez la gouvernance actuelle qui a choisi ses leviers de fonctionnement, et il y a la volonté populaire qui est justement ce que nous souhaitons, ce que nous suggérons, ce que nous pensons. Les deux s'affrontent et je pense, à mon humble avis, que l'affrontement a connu son pic lors de la dernière élection présidentielle où les Camerounais ont dit de manière très claire ce qu'ils estimaient ne pas être bien, ne pas être juste, ne pas être correct. Et on a entendu un chef de l'État qui a pris l'engagement de dire que, ok, j'ai compris, ça devait changer. Donc, pour ma part, vu le contexte spécial et particulier de ces différentes nominations-là, ça ne devait pas durer. Et ça devait s'arrêter, peu importe l'argument et l'explication qu'on aurait pu donner. Maintenant, une fois la prestation de serment passée, c'est-à-dire que eux-mêmes qui ont accepté ces fonctions, je crois qu'ils se disaient que c'était le temps de la campagne. Que la campagne va finir, il y aura un mouvement gouvernemental et chacun va reprendre sa place ou alors va aller où on va l'affecter. Seulement, je rappelle qu'il y a une gouvernance qui a choisi son fonctionnement. C'est-à-dire que quand on parle de gouvernance, on parle quand même de moyens et de leviers qu'on se donne pour atteindre un objectif, une mission ou la réussite d'un mandat. Et pour le cas du Cameroun, c'est un secret de polichinelle. Il y a un seul patron au Cameroun, c'est M. Biya. Il n'y a pas deux. Et tous les autres ministères, je ne veux pas dire qu'ils sont inutiles, ils sont des ministères délégués. Je dis bien tous les ministères. C'est-à-dire que le patron de l'agriculture, c'est M. Biya. Le patron de la santé, c'est M. Biya. Le patron de l'élevage, le patron de la formation professionnelle, c'est lui, parce que tout remonte à la présidence. Donc aujourd'hui, la véritable question est, où est-ce que M. Biya amène le Cameroun? Et comme René Badiek disait, quelle est finalement la fonction de ministre? Quel est le rôle d'un ministère? Donc, moi je ne veux pas questionner celui qui a accepté, celui qui a donné, mais vraiment, peu importe le cas, où est-ce qu'on va? Si aujourd'hui, vous questionnez les collaborateurs, par exemple, ceux qui travaillent à la formation professionnelle, vous leur demandez comment ça se passe. C'est là que vous allez avoir le véritable ressenti de la difficulté ou de l'avantage d'avoir un ministre qui coordonne les deux. C'est vrai que de façon simpliste, on se pose la question, comment ça se passe? Voilà. Lui, il a deux bureaux, il vient le matin, à midi, il va à la formation, le matin, il est à la jeunesse. Comment ça se passe techniquement? Ou alors logistiquement? Il a deux gardes du corps. Comment ça se passe? Il garde son garde du corps qu'il choisit. De l'autre côté. Celui qui est de l'autre côté, lui fait comment? Bon, les deux cabinets, ça je ne sais pas. Les deux cabinets restent ouverts, mais je crois que de manière efficiente, il y a des séances de travail quotidiennes avec les deux SG, les deux ministères. On organise, on élabore, on donne le travail et on suit. Ça n'a pas de sens. Il ne faut même pas essayer de... Ça n'a pas de sens. Je veux simplement dire ici que la réalité de cet affrontement entre le leadership
ou la gouvernance qui a été choisie par le chef de l'État et le souhait des populations reste un affrontement réel. Et c'est pour ça que nous nous posons la question aujourd'hui. Et vous allez poser la question à tous les Camerounais. Les réformes sont obligatoires. Et dans ces réformes-là, c'est justement remettre les choses en place et dans leur sens. Si on veut réduire le nombre de ministères et qu'on veut fusionner les ministères, ça doit se faire de manière propre, correcte et professionnelle. Si on veut faire... Est-ce que c'est l'urgence à ce niveau? Non, si même. Ou alors fusionner. Si ça arrivait. Le modèle, est-ce que le modèle qui est actuel est allé jusqu'au bout, au terme de son exploitation? Très bien. Est-ce qu'il y a des ministres qui se plaignent d'être ministres au Cameroun et qui voudraient que leur ministère soit fusionné? Là, moi, je pose la question autrement. Chaque ministère qui est supposé accompagner le chef de l'État, parce que c'est lui qui a été élu dans la politique qu'il a choisi d'adopter pour le bien des Camerounais, devrait être à l'aise dans le fait de rendre compte, d'expliquer. Pas de venir seulement dire que l'or qui a agité le Cameroun pendant un mois là, ce n'était pas l'or de l'État, c'était l'or d'un particulier. Vraiment, on attend un autre type de communication. On attend un autre type d'information et de gestion. Donc, ces ministres eux-mêmes font tout pour ne pas expliquer aux Camerounais le bien fondé de leur présence et de leur fonction. C'est là que le problème commence. Ce qui fait donc que, qui va vous dire la valeur ou l'importance d'un ministre ou d'un ministère aujourd'hui? Les Camerounais, dans leur majorité, dans le bas peuple, ne ressentent pas cette incidence directe. Ouais. C'est-à-dire que, avec le MINDEF, par exemple, les gens peuvent ressentir l'action du MINDEF parce que non seulement il est présent sur le terrain, mais ses collaborateurs aussi ont tissé une relation depuis l'époque du colonel Badjek dans le diptyque Armée-Nation, au point où il y a une sorte d'échange au quotidien entre les deux administrations. On peut toucher d'autres ministères qui ont... Vous estimez que le Cameroun, la jeunesse du Cameroun n'a pas besoin d'attention avec une personne consacrée à la formation professionnelle, par exemple, ou alors à la jeunesse de façon spécifique? Il faut une personne sur les deux segments. Depuis qu'il a la jeunesse, combien de jeunes se sont émancipés en disant que voilà ce que le ministère a fait? C'est pour ça que je dis que le problème n'est pas fondamentalement ces ministres ou ces ministères, mais l'absence de communication les rend plus ou moins inutiles. Pourtant, il y a tellement de choses qui sont faites. Forcément, il y a des choses qui sont faites. Et là, je suis d'accord avec le professeur qui rappelle qu'il n'y a aucun ministère qui est inutile. Tous sont utiles, mais quand ils ne communiquent pas, on a l'impression qu'ils ne servent à rien. Quand ils ne... Ceux qui ont communiqué nous ont dit quoi? Non, ils doivent bien communiquer justement. On a toujours décrié ici. Le modèle de communication doit être revu de manière professionnelle. C'est-à-dire qu'un ministère ne vient pas défendre le chef de l'État. Et le ministère ne vient pas dire que Paul Biya est beau. Il ne vient pas dire qu'il est grand. Il vient dire ses missions, son fonctionnement et à quel niveau il est. Le peuple doit avoir un compte rendu et ça doit être naturel. Voilà autant de choses que nous estimons être légitimes pour les Camerounais. Ça, ce n'est pas fait. La présidence communique ce qu'elle veut, quand elle veut, et on est obligé de deviner. Les plateaux de télévision sont beaucoup plus suivis ces temps-ci, parce que les gens veulent comprendre même ce qui se passe, où on va, qu'est-ce qui nous arrive. Donc, nous sommes dans un contexte où, Stéphane, cet affrontement reste vivant. Et que le chef de l'État, tous ses collaborateurs, rentrent dans une dynamique d'apaiser les Camerounais, dans une explication simple des choses qu'ils font. Une explication pour donner, Jean-Moïse, une explication avec le temps de docteur d'agrégé, qu'on se retrouve avec un commis qui a deux ministères. Vous avez expliqué ça comment? Stéphane. Bon, essayez de vous expliquer, Stéphane, puisque vous savez comprendre. À ce niveau de ce cumul, oui. Seul le chef de l'État, c'est pourquoi c'est eux qui l'ont choisi et pas d'autres. Donc c'est lui qui peut expliquer. Il a choisi le cumul. Bon, c'est lui qui peut expliquer. Maintenant, on attendait le remaniement qu'il a annoncé lui-même. C'est ce qui a apaisé les Camerounais. Pourquoi ça n'arrive pas? C'est encore lui seul qui peut. Je veux dire que le seul puissant de Cameroun, c'est M. Biya. C'est encore lui qui peut expliquer. Troisièmement, aujourd'hui, où ça commence à n'aller nulle part finalement. Parce que si on fait un bilan de la formation professionnelle, de l'évolution de la jeunesse, c'est là qu'on peut dire si c'est bien ou c'est pas bien. Mais quand il n'y a pas de bilan, ça laisse libre cours à des supputations qui généralement sont négatives, sont contre ces dirigeants, ces gouvernants. Je sors en disant que l'absence de communication est un choix. Est un choix parce que on peut dire des choses qu'on fait sans que ça ne semble être se vanter ou exagérer. Ou alors on refuse de dire parce qu'on ne fait rien. Ou alors on ne dit pas parce qu'on s'en fout. Et si on s'en fout, c'est très grave. Vous voyez que tout reste dans les suppositions et les si et les ça.
le Cameroun, aujourd'hui, plus qu'hier, a besoin des dirigeants qui leur parlent, qui leur disent à quel niveau on va, qui justifient d'une efficacité sur le terrain, de manière à ce que cumul, trimule, quadrimule, si on a les résultats à la clé, on se pose quand même moins de questions. Mais si un seul ministère ne nous produit pas le résultat qu'on veut, quand il y a dans le cumul, ce n'est pas normal. Merci. C'est difficile et c'est mauvais. Merci, et docteur Mbok. Alors, docteur Somba, je me tourne vers vous, puisque la question en préparation de cette super production du Grand Soir, c'est celle qui nous est revenue de la part des citoyens interrogés ici et là, c'est est-ce qu'il n'y a pas les gens, est-ce qu'il n'y a que eux, c'est les seuls diplômés, je le dis trivialement pour que ceux qui nous regardent sachent qu'on parle pour eux. Alors, est-ce que c'est un déficit de ressources humaines qui amène à ce qu'on puisse prendre quelqu'un qui a une charge importante et lui en adosser une autre, ou alors c'est une question politique telle que cela a été concédé sur ce plateau, qui voudrait que de façon numéraire, un ressortissant d'un département, d'un arrondissement ou d'une région soit remplacé par un autre de cette région. À quel niveau se trouve justement le choix de celui qui choisit? Permettez-moi l'anthologie. Merci Stéphane pour cette question. Je vais commencer par dire que gouverner, c'est là d'opérer des choix pour l'atteinte de ses objectifs. Et en général, lorsqu'on mesure la portée des choix que l'on a pris en fonction, des résultats que l'on s'est soi-même fixés, et en fonction du ressenti des populations. Si aujourd'hui vous avez choisi ce thème, c'est parce que le ressenti général n'est pas bon. Et pourquoi le ressenti général n'est pas bon? Parce que si on essaye de faire une sorte de césure temporelle, dans la construction du jeune État du Cameroun, avec une insuffisance ou une carence de ressources humaines, il revenait d'Europe après avoir été boursier haute, le cumul pouvait passer dans un modèle jacobin qui était clair, calqué du modèle français. La zone anglophone avait un système un peu différent, mais ce système va retrouver donc la deuxième partie de notre État à partir de 1996. Nous-mêmes, notre conscience dit, le Cameroun est un État unitaire décentralisé. Comment concevoir que dans un système décentralisé, on ait le cumul? Techniquement, c'est antinomique. On a décentralisé parce qu'on reconnaît qu'il y a des besoins spécifiques qui ne peuvent pas toujours être gérés au sommet, et parce qu'on sait qu'à la base, il y a déjà la ressource humaine capable de gérer ses besoins au niveau de la base. Donc, un État unitaire décentralisé, et je rappelle qu'il y a deux types de décentralisation. La décentralisation territoriale que nous connaissons, région, commune au Cameroun, et la décentralisation fonctionnelle, qu'on appelle encore la décentralisation par service. C'est le cas des établissements publics et des entreprises publiques. Alors, pourquoi est-ce qu'on crée des ministères ou des établissements publics? Il y a trois rationalités ici, qui pour moi sont même cumulatives. La rationalité politique, les enjeux politiques, la rationalité managériale, les besoins d'efficacité. C'est pour ça qu'on a des ministères spécialisés. Par exemple, ministère de la décentralisation et du développement local. Et enfin, on a la rationalité sociologique, parce que nous sommes dans un État communautaire. Alors, dans l'objectif de bonne gouvernance, le président de la République devra faire un choix. Est-ce un gouvernement de moyens? Ça veut dire un État qui est tranquillement assis sur un bon matelas financier après avoir fait des investissements et qui a juste besoin des gens qui gèrent bien pour que, à défaut d'obtenir plus, que l'on ne perde pas ce que l'on a. Soit on a un gouvernement de mission qui doit résorber des crises sociales. Et là, on est obligé d'être très pointilleux avec la gouvernance. On peut donc décider de mobiliser la rationalité politique. On va nommer ses meilleurs lieutenants politiques, ceux qui vont nous faire gagner l'élection
dans les différents bastions, on l'accumule avec la rationalité managériale. Pour des ministères techniques, on nomme des personnes technocrates qui ne sont pas là pour être populaires, mais qui sont là pour apporter un résultat. Et maintenant, il ne faut pas se couper du besoin de représentativité de la base. On intègre dans la rationalité sociologique qui fait que chaque village se sente bien parce qu'il y a un de ses ressortissants qui occupe une fonction au sein de l'appareil de décision. Le cumul biaise dans les trois rationalités. Oui. Au niveau politique, il s'installe une sorte d'oligarchie qui a un impact au niveau de l'efficacité. Parce que vous avez cité un ministre de l'Agriculture qui occupe un vaste ministère et en même temps il est ministre du Tourisme. Le tourisme qui est la clé de développement de plusieurs pays. Si aujourd'hui le Cap-Vert est connu, les Seychelles sont connues, c'est grâce à l'industrie du tourisme. Le Maroc n'a pas de mines, le Maroc n'a pas de pétrole. Il fonctionne avec deux points forts. Le tourisme et la qualité des services. Docteur Isomba, il faudrait préciser à ceux qui nous regardent que lorsqu'on est ministre de l'Agriculture, on a même un ministre délégué qui lui-même n'est pas remplacé pour, je crois, pour l'instant. Il n'est pas remplacé. C'est elle, parce que c'était une dame, puis à son âme, elle n'est pas remplacée. Ça veut dire que l'État en lui-même conçoit et valide le fait que le ministère de l'Agriculture est un mastodonte. Comment est-ce qu'on peut encore prendre quelqu'un qui a déjà un ministre délégué et lui ajouter encore le tourisme et le loisir? Je ne vais pas voir les choses sous cet angle, de peur de stigmatiser. Je fais une sorte de diagnostic global. Oui. Et moi, je vais embrayer au niveau des solutions. Alors, on biaise l'efficacité parce que c'est impossible que vous soyez efficace en gérant deux ministères. Il faut prendre le temps de comprendre le ministère, d'assimiler la vision, de comprendre son personnel, de maîtriser ses atouts et ses défaillances. Lorsque vous êtes ministre de l'Agriculture et que vous êtes en même temps ministre du Tourisme, comment vous faites? Vous ne pouvez pas vous en sortir. Parce que vous n'avez pas le temps dans un pays en crise. Parce que tout est urgent au Cameroun en ce moment. Vous n'avez pas le temps. Et là, on observe, depuis que ces deux ministres occupent 4 portefeuilles, quel est le résultat? Il y a fatalement un délaissement du ministère titulaire et en même temps un délaissement du ministère par intérimaire. Parce que qui trop embrasse, mal étreint. C'est évident, on ne peut pas suivre deux lièvres à la fois. Deuxième élément, vous créez donc la rupture de la légitimité sociologique. Parce qu'au sein des villages, le même individu est ministre, il est doublement PCA. Au village, on se dit, toujours eux, il n'y a que lui, il se crée donc une oligarchie qui, au lieu de satisfaire sociologiquement la base, commence à mécontenter la base. Résultat des courses dans un pays comme le nôtre en crise, le cumul doit être interdit. Il doit être interdit. De sorte qu'il puisse avoir une diffusion des ressources humaines. C'est la question que j'ai posée. En termes d'efficacité. Le problème était à quel niveau? Est-ce que c'est la ressource humaine qui manque? Est-ce que c'est l'expérience qui pose problème? Est-ce que c'est la loyauté au chef qui est questionnée pour qu'on en puisse trouver une personne rare qui soit capable de gérer les deux ministères? Comment est-ce que ça se passe? Ne cachons pas la vérité. Hein. Elle est conceptuellement au niveau politique néo-patrimonial. C'est ça, c'est du néo-patrimonialisme, c'est-à-dire pouvoir avoir, n'est-ce pas, un échiquier qui continue à regarder dans la direction de l'axiologie politique. Docteur. Et je ne pense pas qu'il y ait une antinomie entre la loyauté et la multiplicité des satisfactions d'acteurs. Bien au contraire, vous pensez que si on me nomme maintenant, je serais déloyal? Voilà, on ne vous a pas éprouvé, docteur. Voilà. On ne vous a pas éprouvé. Peut-être cela a été éprouvé. Il faut d'abord savoir en qui on doit être loyal. Voilà. Le général de Gaulle estimait que le serviteur loyal, ce n'est pas celui qui est béni oui, mais c'est celui qui est capable de vous dire la vérité. Et on est loyal envers qui? Envers le chef de l'État ou envers la patrie?
je pense que la loyauté doit être Vous adressée. posez des questions qui peuvent vous éloigner de la responsabilité, docteur. Non, on doit être Vous loyal. avez des questions, peut-être ces questions ne sont pas souhaitées là-bas. Ce sont des questions rhétoriques. On doit être loyal envers l'État. On va avec le patron. Et pour moi, la meilleure manière d'être loyal envers le patron, c'est d'être efficace. C'est être C'est efficace ça. et possiblement lui dire la vérité quand il le faut. Savoir s'effacer, ne pas lui faire ombrage, mais être efficace. Donc, aujourd'hui, on a le conseil clair que le jacobinisme exacerbé ne fonctionne pas. Il faut ouvrir. C'est plus en ouvrant que cela va fonctionner. Donc, terminer le cumul. Regardez un cliché qui peut fâcher. La plupart des ministres de tutelle sont parfois PCA des organismes qu'ils ont sous tutelle. En posture de ministre, il est censé évaluer le PCA et le DG. Donc il doit s'évaluer lui-même. Ça pose déjà un problème, même un problème d'éthique. Or, lorsque vous êtes ministre de tutelle, vous restez au sommet, vous avez une facilité, une visibilité à évaluer le PCA Oui. et à évaluer le DG. Maintenant, au niveau de la légitimité sociologique, aujourd'hui, il y a des ministres, il y a des arrondissements, des départements, vous voyez dans la presse régulièrement. Tonga n'a jamais eu même un secrétaire d'État. Même En attendant le secrétaire d'État, donner à Tonga un PCA. Mais lorsque à Bafoussam, il y a le ministre, il y a le ministre délégué, il y a le PCA. Les autres vous regardent comment? Pour poser la question de façon triviale. Le constat est donc clair, c'est que notre modèle de gouvernance est scientifiquement suranné. Il y a urgence à le moderniser avec la gare, la gestion axée sur les résultats. Il faut que tous les choix que l'on opère soient des choix rationnels qui doivent nous conduire vers un résultat, à condition que l'on ait préalablement défini ça. ce résultat. Or, lorsque vous regardez, je vais sortir par là nos programmes politiques et économiques. On vous dit DSRP, document stratégique de réduction de la pauvreté. On n'a pas dit combien de pauvres en termes d'indicateurs chiffrés. Oui. On veut faire partie de la pauvreté vers la classe moyenne ou la On est en plein recensement, docteur. C'est pas un barga. Suivez-moi bien. Lorsqu'on dit document stratégique pour la réduction de la pauvreté, on sait qu'à l'heure actuelle au Cameroun, on a environ 10 millions de pauvres. On doit donc décider que sur les 10 millions, on va faire changer de statut social à 3 millions à l'horizon 2025. Par exemple. De sorte qu'en 2025, On peut évaluer. on dit désormais nous n'avons que 7 millions de pauvres. Preuve de réalisation. C'est un indicateur Clair. palpable. Oui. Mais on a des stratégies qui ne sont pas chiffrées. On dit émergence 2035. On doit chiffrer. En 2035, on doit avoir 10 stades de football. 50 km de route bitumée. Là, quand même, ils ont chiffré pour les routes. Du moins, ils ont chiffré certains secteurs, mais n'ont pas chiffré d'autres. Ça crée une sorte de navigation à vue. Et c'est le propre du gouvernement de moyens. On va faire avec ce qu'on a. On n'a pas d'indicateur chiffré. Or, tout ceci dans la gouvernance est lié. On n'a pas besoin d'avoir de très hautes ambitions, mais il faut avoir des ambitions chiffrées. Dans le SMART, il y a ce qu'on appelle les indicateurs atteignables. C'est ça. Est-ce qu'on fonctionne avec le système des indicateurs atteignables et donc évaluables? Interrogation, docteur. Les Camerounais qui nous regardent depuis pratiquement 1 heure ont leur mot à dire et ils s'expriment nombreux. Bonsoir à tous sur le panel du Grand Soir. Je pense que le cumul des fonctions administratives est un signe de mauvaise gouvernance. Comment dans un pays normal qui dit démocratie où une personne devrait avoir 2 fonctions administratives, dans un pays où il y a minimum plus de 500 bacheliers, licenciés et étudiants en master, mais pas de stage pour cadrer ces personnes d'une manière d'intégrer les... Bon, c'est vrai que le message est assez délicat, laborieux. On va prendre une autre.
bonsoir Stéphane. Je précise que la communication nous vient de France. Comment tu vas? Je soupçonne le docteur Mbok et le docteur Somba. Sont-ils passés à la caisse? Donc, docteur Mbok ne peut pas être ministre dans ce ministère aussi brillant qu'il est. Oh, c'est pour dire quoi? Docteur Mbok. Oh là là. Bonsoir à vous, je suis Armel de Somba, je suis dans un ministère. Je vous pose la question, quel est le rôle d'un ministre? Il faut rappeler que les collaborateurs qui jouent le plus grand rôle. Donnez-moi le rôle d'un ministre. C'est vrai que... Le colonel l'a expliqué. Bonsoir Stéphane et à ton panel. Vraiment, je suis toujours très étonné de voir comment le professeur Edmond Biloua bagarre pour vouloir justifier certaines choses sur votre plateau. J'aimerais savoir à quoi servent les adjoints de ceux qui sont partis et ceux qui sont décédés. Merci à vous, Monsieur Bidjima Marius depuis Toulouse. La France réagit beaucoup ce soir. Ça veut dire que nous sommes connectés 5 sur 5 avec ceux qui nous regardent depuis l'Hexagone. Bonsoir le plateau. Votre émission va vers une seule conclusion, qu'il est dire si on est vraiment un homme, à savoir que depuis longtemps, oh là là, ça quand même sérieux, monsieur Télé. On est là pour construire un pays, pas pour lutter. Bonsoir Stéphane, sujet pertinent. Le cumul de fonctions administratives désigne l'exercice simultané de plusieurs emplois, mandats ou activités par un agent public. En droit de la fonction publique, le principe fondamental est l'interdiction de ce cumul. Les agents doivent consacrer l'intégralité de leur activité professionnelle à leur emploi public afin de préserver l'intérêt général et d'éviter tout conflit d'intérêts. Je précise que les deux ministres sont, on peut dire, la fonction publique puisqu'ils travaillent pour le même gouvernement. Le gouvernement est en phase avec ce principe de gestion des affaires publiques. C'est connu de tous et ceux qui gouvernent encouragent cela. Merci à vous, monsieur Eric Laté, pour la contribution. Très belle émission à vous sur le plateau, chers présentateurs. Je deviens de plus en plus amoureux de l'émission Le Grand Soir sur Info TV. Surtout un de vos invités sur le plateau, à savoir le docteur Didier Badjek, qui selon moi devient une tête pensante de ce pays et je pense qu'il peut bien être nommé secrétaire d'État dans un ministère comme celui... Bon, je ne vais pas dire le ministère, hein, donc, faut pas... Quand vous rendre visite le soir. Ok. Le cumul de fonctions à moins émane du fait qu'il faut adhérer dans des cercles fermés de la haute administration du Cameroun. Parce que notre pays regorge de compétences, d'expertise, de la vitalité physique pour que nos administrations fonctionnent. Pourquoi pas proposer le docteur Badjek dans un poste? Yves, le grand depuis Nkwaban. On a compris, Yves. Docteur Badjek est attentif. Bonsoir le plateau. Le Cameroun n'a pas un système de production, il a un système de consommation où la gestion des pouvoirs publics de l'État est concentrée entre les mains du centre de l'État qui est le président de la République. Le bouclage du processus d'implémentation de la décentralisation est impératif pour doter la République du Cameroun de l'État unitaire décentralisé à partir duquel sera constituée une administration de l'État qui en pratique est le système de production de la République. En effet, la mission de l'administration de l'État est l'acquisition d'une production des idées, de matières premières, de produits semi-finis et finis en quantité et en qualité, adaptés aux besoins réels de consommation des populations. C'est M. Ngoulou Vincent qui a beaucoup parlé. Bon, je ne sais pas. Merci infiniment pour l'explication de M. Badjek. Certains ministères sont créés pour faire plaisir aux amis qu'il faut absolument contenter. Dans le cumul de fonctions, pourquoi nommer les personnes PCA alors qu'ils occupent déjà les postes de ministres? C'est une interrogation. Bonsoir Stéphane, y compris le panel en ce début de week-end. Stéphane, n'avons-nous pas de la matière grise pour penser l'émergence de la nation dans une bonne gouvernance? Comment comprendre qu'un individu puisse s'asseoir sur deux sièges au même moment? Cela m'amène à conclure que nous sommes dans une posture extrêmement négative. Qu'en pensent nos députés lors des séances plénières afin d'y remédier et penser à amenuiser ce gouvernement pléthorique?
J'ajouterai en disant que nous sommes à la fin des temps à tuer le système de gouvernance démocratique comme dans les grandes nations. Merci à vous, Massok Thomas, pour la contribution. Alors là, bonsoir. Bon, je ne sais pas très bien où le téléspectateur va nous amener. Bonsoir, grand soir. Enfin, Docteur Essomba revient dans sa touche, docteur. Merci, docteur. Continue comme ça, sans parti pris. C'est vous qui allez diriger ce pays. Courage. Malheureusement, la contribution n'est pas signée. Bonsoir, le plateau. Sur cette question du cumul de fonctions, je pense qu'il faut être réaliste. Le temps et l'énergie d'un manager public ne sont pas extensibles. Quand un seul individu concentre plusieurs postes de responsabilité, ce n'est pas seulement l'efficacité administrative qui en pâtit à cause de la dispersion. C'est aussi un frein pour le renouvellement des compétences. Aujourd'hui, nos administrations regorgent de jeunes cadres brillants et formés qui attendent qu'on leur donne leur chance. Merci à vous pour la contribution. Dr Badjek, nos administrations disposent de jeunes cadres compétents et brillants qui attendent aussi qu'on leur donne leur chance. Eh bien, tout ceci, forcément, et de façon tacite, va créer un goulot d'étranglement parce que, en général, c'est des gens qui traînent derrière eux un passif suffisamment long à la tête des affaires. Et ce qui fait qu'à un moment donné, la base est en train de presser, et il va avoir ce goulot d'étranglement, et vous allez avoir une désaffection au niveau de certains hauts cadres qui sont résignés et qui ne font plus rien, qui ne travaillent plus, qui viennent une fois toutes les semaines dans les ministères. Et alors ça laisse aussi penser qu'il faudrait peut-être agir autrement. Vous savez, les postes ne sont pas nombreux. Moi je pense que le problème de profil de carrière est un problème absolument contraignant qu'il faudrait regarder dans chaque ministère. Le personnel évolue, il y a un certain profil, mais à un moment donné, il va atteindre une saturation au niveau de sa mission, de son rôle, que si jamais il continue à rester là et qu'il n'y a pas eu une dynamique de remplacement, eh bien, il va sombrer au niveau du mandat. Alors, est-ce que ce n'est pas la véritable question? Puisqu'on a souvent vu au Cameroun des cheminots être ministre de la communication. C'est pas ça. Est-ce que ce n'est pas là le véritable problème de qui doit faire quoi et à quelle place? Est-ce qu'il ne faudrait pas de right man à the right place en fonction du profil de carrière tel que vous l'évoquez, Dr Badjek? Oui, ça c'est le respect du profil de carrière. Vous savez, il y a quelqu'un qui l'a dit là tout à l'heure, en management public, c'est normalement 3 ans. 6 mois pour comprendre, et lorsque le ministère est affecté, vous n'avez pas 6 mois. Vous devez être capable de prendre des mesures urgentes en même temps que vous apprenez. Oui. 6 mois pour asseoir une stratégie, avoir un tableau de bord, et 2 ans pour implémenter, et on passe à autre chose. Est-ce que vous pouvez arriver sans stratégie? Est-ce qu'on ne devrait pas penser à l'étude de dossiers comme dans le privé? Il y a des pays qui ont expérimenté ce modèle-là où, justement, il y a un appel d'offres lorsqu'on veut nommer un ministre. Les gens déposent un CV avec des profils. Tout à fait. C'est-à-dire qu'on essaie de voir comment est-ce qu'on peut lier le politique et le technocrate. Ça peut arriver. Mais je dois vous dire qu'il y a un autre problème dans le management camerounais aujourd'hui, c'est qu'il n'y a pas de position en cours d'action. Vous savez, chez nous, la planification, c'est quoi? Quand on fait une planification, on a une stratégie pour mener une action, une mission. Eh bien, on se dit que la mission devrait se dérouler dans telles conditions. Oui. Mais il peut arriver qu'elle ne se déroule pas ainsi. Et nous faisons donc ce qu'on appelle les ordres en cours d'action. Quand vous m'avez parlé de stratégie, vous avez une stratégie, vous avez la lumière que vous impose la vision stratégique globale et centrale, n'est-ce pas? Mais à un moment donné, si vous voyez qu'il y a des entorses, je vais vous donner un exemple qui est très palpable. SND 30 aujourd'hui. À l'horizon, nous avons déjà une perte dans les devises. Elle peut dépasser. Elle est effectivement dépassée parce que dans les infrastructures qu'on veut créer, les grands projets structurants que l'on veut créer, il faut avoir des ressources. Si on commence à vous dire que vous n'aurez plus 350 milliards de dollars parce que vous n'avez pas à temps trouvé la substitution au pompage du gaz au large de Crimée, mais il y a déjà quelque chose qui ne va pas. Donc il faudra être capable d'avoir le courage de rectifier cette courbe-là. Eh bien, c'est ce que nous sommes en train de dire aujourd'hui. Il y a des mesures. Il y a aussi la création de l'expertise en interne. Vous pouvez être au niveau et puis vous êtes le super expert, et même lorsque vous partez avec une expérience. Vous pouvez continuer à être un consultant particulier, n'est-ce pas, qui continue à s'occuper de ces postes-là. Et vous avez les mêmes traitements au niveau salarial, indiciaire et tout le reste, et ça fait que vous êtes toujours motivé. Vous savez, dans tout ça, lorsque vous aspirez
vers le haut, vous devez aussi avoir quelques petites motivations qui justifient, sinon vous n'êtes pas différent d'un autre cadre qui pourrait être à votre niveau. Donc je pense qu'il y a ces petites astuces à pouvoir déployer, par exemple, les hauts experts et consultants internes. Moi, c'est une idée que j'ai eue parce que quand je réfléchissais, je dis, mais est-ce que tout à l'heure, quelqu'un parlait d'un village. Et si on donnait un ministre à tous les villages, et même si on donnait un ministre à tous les départements, on justifierait l'obésité, justement, des ministères qu'il y a aujourd'hui. Ce n'est pas ça la question. Il faudrait qu'on opte vers un gouvernement de mission, et qu'on essaie de voir comment est-ce qu'on peut faire cela, et qu'au sein de ces ministères, il y a des véritables cadres qui montent et qui libèrent en dessous, pour que ça crée une certaine osmose professionnelle, et que les jeunes qui arrivent aussi puissent avoir un idéal. J'ai l'idéal, vous êtes conseiller technique, je veux être comme vous. Et là, ça fait une roue et ça fait de la production. Et pourquoi ça ne tourne pas? Mais ça ne tourne pas parce que le système que nous avons aujourd'hui, c'est un système qui favorise l'immobilisme. Quand vous êtes à un poste aussi longtemps que cela, pour certains cas, je sais que je vais me faire taper sur les doigts, mais je suis désolé de dire que vous ne créez plus rien. Pour créer quelque chose, moi j'ai vu, par exemple, partout où j'ai été, les jeunes, les cadets ou bien même des collatéraux, lorsqu'ils prenaient un poste, vous reveniez dans le bureau, vous trouvez que tout a changé parce qu'il a de nouvelles idées. Et c'est ça. Et on n'est même pas forcément dans un titre foncier d'un ministère précis. Peut-être que ça a bien marché là-bas et qu'il faut sauver un autre ministère, on vous envoie de l'autre côté. Non, il faudrait qu'on n'ait plus le réflexe d'avoir une attitude rentière du ministère. Ça, en principe, c'est ça qui conditionne. On va vous dire aujourd'hui que non, si vous avez le ministère de la Défense, vous êtes bien parce que vous gérez un gros crédit. Et alors, qu'est-ce qu'on fait du ministère de l'Agriculture qui nourrit la population? Je ne pas ça. Et attendez, qu'est-ce qu'on fait alors du ministère des Affaires sociales qui règle le problème fondamental de l'équilibre social et de la paix dans un pays? Non, c'est exactement ce qui se passe dans les ministères. Si vous n'êtes pas directeur de quelque chose qui gère des gros crédits, n'est-ce pas, vous n'êtes rien par rapport au chargé d'études ou alors au conseil technique qui forme, n'est-ce pas, le fondement du sapienti dans un ministère, de la connaissance, de la compréhension. Donc moi, je pense que tout est... Je ne veux pas dire que tout a été fait, c'est prétentieux, mais il faudrait quand même qu'on se pose des questions sur l'efficacité, et vous l'avez posé à bon escient, l'efficacité que devrait procurer aujourd'hui la fonction ministérielle, et qu'est-ce que l'ensemble, n'est-ce pas, de ces sectoriels produisent. Si vous avertis, je vous rappelle que c'est l'exécutif. C'est l'exécutif dont le chef de l'État est absolument responsable, et devant l'Assemblée nationale, et devant les autres, devant le peuple, d'accord? Donc, ce sont des gens qui représentent. Je dois même vous dire qu'en réalité, quelqu'un est nommé ministre, il se détache de la fonction politique, parce qu'il a un rendement à produire. Il se détache de la fonction politique, et il a des clés, n'est-ce pas, pour pouvoir lire sa performance. Il progresse, et il sait qu'à tel moment de l'année, j'ai déjà tel pourcentage de réussite. Pourquoi ça n'a pas marché? Il revient, mais il faut être capable de pouvoir se contredire. Bon, il y a certains qui ont la science infuse, que ce qu'ils ont dit, c'est des paroles d'évangile. J'aimerais bien être à leur place, mais il y a quelqu'un qui dit qu'il faut toujours se remettre en question, et que c'est comme ça la vie. Hein. Il faut jamais se dire qu'on a la vérité absolue devant nous. Non, moi je pense que c'est une épreuve, c'est une dynamique, un processus de réflexion permanent pour produire le meilleur et aller rendre compte. Le Premier ministre est là, ok, nous avons fait ça. Par rapport à ce que le chef de l'État a dit, au niveau de sa vision, nous sommes à ce niveau et ça avance. Et comme ça, on n'aura pas des situations où les projets ne sont pas bien maturés, et on n'aura pas des problèmes, il y aura des hiatus entre la volonté et l'effectivité des choses que l'on fait sur le terrain. Merci docteur. Professeur Bilois, je me tourne vers vous, puisque la question de la rotation de la ressource pourrait tout de suite se poser lorsque l'on constate ce quasi-hiatus, ou alors statu quo, que l'on peut constater ici et là. Est-ce n'est pas urgent, peut-être vous aussi, universitaire, de vous exprimer sur ces questions-là? Est-ce que c'est opportun d'avoir les mêmes, alors que les universités camerounaises, les grandes écoles produisent de la ressource humaine de qualité quasiment chaque année? Bon, mais vous savez que le président Biya avait fait un bilan il y a quelques années, et à la fin de son bilan, il s'était posé la question de savoir que nous faut-il, que nous manque-t-il, et donc il avait constaté ce que
tout le monde constate, c'est-à-dire que le Cameroun, ça ne marche pas. Et par conséquent, ça voulait dire qu'il fallait procéder à un certain nombre de changements. Oui. Et après l'élection présidentielle de décembre 2025, la conclusion à laquelle on est arrivé, c'était que, bon, mais il faut un renouvellement de la classe politique. Oui. Voilà, bon, donc... Il est arrivé? Non, il n'est pas encore arrivé. Mais ça ne veut pas dire qu'il après le 8 mois. Ça ne veut pas dire qu'il n'arrivera pas. Puisque le président de la République lui-même a promis, nous a promis la formation d'un gouvernement. Oui. Il nous a promis la nomination des directeurs généraux. Il nous a promis la restructuration administrative. Il a promis des postes pour les jeunes et les femmes. Bon, voilà. Donc, il faut s'attendre à des changements. C'est évident qu'il faut s'attendre à des changements. Mais professeur, vous le dites avec beaucoup de sérénité, mais ceux qui sont formés, qui sortent des grandes écoles, ces promotions de magistrats, d'administrateurs civils, qui sont pour la plupart, pour certains, au quartier, et ils n'ont pas la même sérénité que vous. Ils se posent des questions sur la vision. Est-ce qu'il n'est pas temps au chef de l'État de changer un peu de rythme, de donner un peu plus de punch à cette dynamique, puisqu'on a l'impression, et la jeunesse le dit haut et fort, que le système semble ne pas avancer. Combien de jeunes cadres dans les ministères s'en vont pour les plus chanceux au Canada, en France et autres? Est-ce qu'il n'est pas question de changer tout au moins de rythme si la vision encore peut être sujette à questionnement? Le président de la République lui-même avait dénoncé l'immobilisme. Qui peut changer le rythme, professeur? C'est pas lui? Dans cette adresse à la nation dont je parle, il avait dénoncé l'immobilisme, n'est-ce pas? Et donc, forcément, il faut s'attendre à des changements. Il faut s'attendre à des changements. Et lui-même, il a promis d'impulser la dynamique des changements. Il a promis de le faire. Quand il a promis de penser à la restructuration de l'État camerounais. Oui. Hein? C'est ce qu'il a dit implicitement. Ça veut dire qu'il y a des choses qu'il faut changer, n'est-ce pas? Quand il a parlé de former un gouvernement, ça veut dire qu'il y a des choses qu'il faut changer. Alors, vous dites quoi aux jeunes cadres formés, bien formés au Cameroun, qui attendent dans les loges? Il faut toujours attendre, il faut patienter. Le président a parlé. ATT. Qu'est-ce qu'on fait? Oui, il ne faut pas... Il faut attendre. Il faut attendre. C'est le président qui nomme autant civil et militaire. Et donc, quand lui-même, il a déjà fait un tel diagnostic. Mais le diagnostic date de moins 5 ans, professeur. Oui. Et s'il y a eu des mesures en de temps pour espérer un changement de paradigme? Ben, nous appelons le changement de paradigme de tous nos voeux. Et le président lui-même a promis d'opérer un changement de paradigme. Merci, professeur. Dr Mbok, c'est vrai que le changement de paradigme a été promis. Le constat a été fait, je le disais, il y a au moins 5 ans. La sclérose a évolué, parce qu'avant, il n'y avait pas ce cumul aussi bizarre qu'on peut constater. Aujourd'hui, après l'élection présidentielle du 12 octobre 2025, on s'attendait à ce que, tout de suite après, il y ait du mouvement. Il y a eu un embryon, mais tout de suite, on est retombé aussi dans la léthargie que le président lui-même avait constaté. Peut-on dire que ceux qui attendent devront encore attendre? Mais écoutez, Stéphane, aujourd'hui, j'ai envie de plaider avec nos amis du RDPC d'être les ambassadeurs du peuple camerounais. Il n'y a que vous qui pouvez parler au chef de l'État. Il n'y a que vous qui pouvez parler au chef de l'État. J'ose croire que ça reste son appareil politique. J'ose croire que c'est ce parti qu'il a porté pour être candidat à l'élection présidentielle. Il a gagné avec cet appareil. Donc il y a quand même des lieutenants autour de lui qui peuvent rappeler, qu'on ne rajeunit pas. On ne rajeunit pas. Si lui a la grâce de vivre 150 ans, qu'il tienne compte qu'il y a des Camerounais qui vivront 50, qui vivront 40, qui vivront 30. Et qu'il faudra qu'il les intègre dans sa dynamique.
Stéphane, le deuxième problème, ce n'est même pas tant que ça l'immobilisme ou le cumul. C'est que dans le RDPC même, il y a de la matière. Le professeur Bilois n'est pas là. Le docteur Bajek n'est pas là. Je pense seulement que ces deux, même Timothée sont là. Pourquoi même dans l'appareil RDPC, eux-mêmes, ils sont si hypocrites? Parce que sur le plateau, il faut toujours chanter les louanges. Non, à un moment donné, rappeler au patron qu'il a dit lui-même depuis 5 ans qu'il faut que les choses bougent. Si nous autres, on parle, on nous taxe d'opposants, de personnes difficiles, de personnes subversives, pourquoi vous-même, vous vous taisez dans le RDPC? Vous êtes donc devenu complice de cet immobilisme. Complice. Complice. Parce que sur les plateaux, vous entendez rarement, et quelqu'un l'a dit, le professeur Bilois a de la peine à expliquer certaines choses. Moi, je le comprends. Parce que discipline du parti, solidarité, on est une équipe, il faut avoir un même langage. Mais imaginez si le RDPC... Mais le professeur Bilois a fait le constat, et il a rappelé la posture présidentielle il y a 5 ans, où... Avec beaucoup de réserves. Oui, mais c'est normal, Jean-Marie Boff. Et je me rappelle que ce n'est pas à lui de dire ce que je suis en train de dire là. Oui. Il dit ça avec mes mots, pour que lui, il puisse simplement dire que c'est le Bassa là qui a parlé. Ce n'est pas moi. C'est de ça que je parle ici. Je dis donc... Il y a beaucoup de Bassa dans le RDPC. Vous dire ça en patois. Donc, vous voyez, en fait, aujourd'hui, Stéphane, on a un chef de l'État qui, aujourd'hui, a des collaborateurs, a des gens qui l'écoutent. Oui. Et en face, a non seulement les besoins des populations, a des réalités. Et Timothée le rappelait, tout est urgent. Dans cette urgence-là, qu'est-ce qu'on attend de lui? Ce n'est pas qu'il se mette à courir dans tous les ministères pour chercher quelqu'un et placer. Il a tout le fichier des ressources humaines. Monsieur le maire le rappelait ici une fois avec le service de renseignement. Et il a tous les fichiers, il a toutes les ressources. Et c'est qu'il peut faire quoi? Quand même en interne, dans le RDPC même, ces gars ont mouillé le maillot, ils ont lutté, ils ont bagarré pendant la campagne électorale. Quelqu'un rappelait à Timothée Soma, maintenant qu'il a repris sa touche, le docteur. Mais pendant la campagne, c'était le choc. Donc tous ces gens ont choqué pour rien. Nous, on peut comprendre qu'on n'a rien, d'accord. Mais eux là, ils ont choqué pour rien. Le RDPC n'a choqué pour rien. Je veux donc vous dire, aujourd'hui... Peut-être le patron n'est pas satisfait du résultat. Non, ça c'est un autre sujet. C'est lui qui est président. Aujourd'hui, Stéphane... Il a gagné. Il a gagné. Voilà. Aujourd'hui, Stéphane, la réalité, elle est simple. Il ne faut pas qu'on utilise la langue de bois devant les Camerounais. Oui. Nous regardons les militants du RDPC, les cadres du RDPC, le comité central, tous qui sont autour du chef de l'État. Et pourquoi vous les regardez Mais particulièrement? c'est les proches collaborateurs du patron, puisque vous allez rencontrer le RGPR ou quand comment. Vous allez rencontrer le PM ou quand comment. Mais eux sont des hommes politiques, des hommes de terrain, ils nous rappellent ça tous les jours, non? Ils sont sur le terrain. C'est vous qu'on voit, c'est vous qu'on rencontre. Ce n'est qu'à vous qu'on peut dire que les Camerounais crient. Puisqu'on n'a pas accès au chef de l'État, c'est à vous qu'on a accès, s'il vous plaît. Remontez le message. C'est qu'on ne peut plus continuer à attendre à vitam aeternam. Vous voulez de tout, ce n'est pas une affaire de tout, Stéphane. Et je crois que le colonel l'a rappelé. Nous sommes dans une dynamique de production. Oui. Quand on produit et que tout le monde quelque part peut trouver son compte, je vous rappelle que ça apaise. On a besoin d'apaisement. Vous aussi, vous voulez la produire. Mais naturellement, je suis Camerounais. Et si, attendez, on a payé 50 milliards pour les jeunes et les femmes. Quoique si j'ai un financement dans ces 50 milliards, ce n'est pas forcément un poste. C'est qu'il y a beaucoup de promesses qui ont été faites. Entre DG, ministre, PCA, financement, il y a tellement de choses. Tous les Camerounais, tous les Camerounais n'attendent pas un poste de ministre, Stéphane. Il faut le dire. Tout le monde ne pourra pas être ministre. Donc, dans la modestie et la responsabilité, soit c'est ministre, soit c'est PCA, soit c'est DG, mais il y a aussi le financement. Et il y a la création des industries. Nos 10 bassins de production, c'est quoi? Qu'est-ce qu'on en fait? Donc, on appelle décentralisation. Ce n'est pas un vœu pieux. Oui. C'est une organisation qui permet de faire vivre le Cameroun dans sa globalité. Alors, le docteur Bajek précisait qu'il y a une architecture en termes de management qui peut s'adosser aussi à une gestion de l'État. Pourquoi est-ce que le nôtre... et c'est souvent assez, je ne vais pas dire bizarre, parce que le chef de l'État n'a pas un positionnement bizarre, assez paradoxal. Merci professeur, que le patron même constate qu'il y a quelque chose qui ne va pas, mais 5 ans après, on a l'impression que la situation ne fait que se dégrader de plus en plus, malgré le constat présidentiel. Quand vous entendez son constat le 6 novembre dernier, 2025, je rejoins monsieur le maire. Moi, je n'ai plus d'espoir. Ah bon? Oui, je n'ai plus d'espoir en sa capacité à changer les choses. Sauf
qui nous prouvent le contraire. Mais nous sommes dans un cadre où nous sommes devenus sceptiques du but. Comment le patron peut observer autant d'indélicatesse, de défaillance, de confusion, de malaise idiot camerounais que je vous ai entendu, je vous ai compris. Ce n'est plus au politique qui parlait, il a parlé aux Camerounais. Et 8 mois après, rien ne se passe. Ça veut dire soit il ne veut rien faire, soit il ne peut rien faire. Je refuse l'argument dont on étudie les dossiers, on essaye de voir, laisser ça. Commencer d'abord avec les acteurs du RDPC. Parce que je pense que... Vous savez, d'être patient. Non, moi j'ai eu donc professeur, on n'a plus le temps d'attendre. On a vous nommer demain matin. On a nommé le connaître demain matin, ainsi que le docteur Somba. S'ils sont en haut, nous sommes en haut, parallèlement. C'est ça la loi de la vie. Donc aujourd'hui, RDPC, je vous en prie, prenez votre responsabilité. La flamme que vous nous mettez tout le temps sur le visage, là, allez allumer ça et tout dit. Il faut que les choses changent au Cameroun. On ne peut plus continuer comme ça. Regardez le dehors, il n'y a pas, le budget est ouf. Les gens râlent, les gens peinent, c'est difficile. L'électricité, il n'y a pas. L'eau même, c'est compliqué. Venir, les routes, c'est compliqué. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi on fait comme ça, on ne voit pas ce qui ne va pas? Le patron n'est pas là, d'accord. Attendons son retour. Quand il rentre, c'est l'impression qu'il doit avoir, c'est dans le RDPC. Oui. Sinon, vous n'êtes pas, et là, tu m'as parlé de la fidélité, vous n'êtes pas fidèle. Vous êtes juste des griots. Vous n'êtes pas loin, vous êtes juste des griots, Oui. où chacun essaie de grappiller. Et là, les Camerounais vont souffrir. Je remets ça sur vos épaules. Je remets ça sur votre tête. La peine des Camerounais, là, c'est le RDPC. La souffrance des Camerounais, c'est le RDPC. C'est vrai ça, professeur? Celui qui peut changer la situation du Cameroun, c'est le RDPC. Prenez vos responsabilités. Merci. Alors, monsieur le maire, moi je me tourne vers vous après le constat amer du docteur Mbok. La question pourrait être rhétorique, mais elle vaut son pesant d'or lorsque la situation est ainsi décrite. Pourquoi c'est lui qui peut impulser le dynamisme, le changement avec une gouvernance moderne? Lui-même n'y s'y engage pas après avoir fait le constat. Je voudrais vous dire deux choses. Dites-nous. La première, c'est qu'en 1989, le président a adressé sa nouvelle politique économique qui devrait passer d'une économie de rente à une économie de production et de transformation. Il a fixé le cap en disant, première chose, les infrastructures. En 1989 et aujourd'hui, on s'est endetté des dizaines de milliards pour les infrastructures. C'est-à-dire l'eau, l'électricité, les routes. Timothée va se fâcher encore. Comment rendu? Pas grand-chose, pour être juste. Si tu dis que pour qu'on ait à l'industrie, il faut faire les affaires. Quand tu ne les as pas, tu n'iras pas. On était encore au DSE. On a coupé la tête, on est revenu au DSN de 30. Là, d'ailleurs, on précise, pour que le Cameroun soit émergent à l'horizon 2030, donc dans 4 ans, Oui. il faudra qu'on ait un taux de croissance de 8,5%. 8,5%. Lorsque nous sommes aujourd'hui, selon les experts, entre 3,2 et 4,2%, il est impossible de doubler le taux de croissance En l'état. en l'état. Pas d'infrastructure, pas de compétitivité, ce n'est plus possible. Première chose. Le président, en décembre 2025, le président de justice, a fait un constat d'échec lui-même. Il a fait longtemps avant, mais c'est le dernier. Lorsque quelqu'un dit qu'il va créer des programmes spéciaux, c'est-à-dire que les programmes ordinaires et normaux n'ont pas fonctionné. Maintenant, le président est allé au-delà. Après ce constat-là, il vous dit, je vais restructurer le fonctionnement de l'État et je vais nommer un gouvernement dans les prochains jours. Oui. Vraiment, les gens de la Cilicie linguistique, là, vont nous prochaines années, c'est possible. Mais là, le président parle des prochains mois, il dit mois, il a 10 jours. On est là à 8 mois plus tard, il n'y a rien. Et pour comprendre ça, je vais la mettre dans les sciences, celles qui sont les miennes. Pour comprendre ça, dans les mathématiques, déjà, dire que c'est de quoi je parle, il y a ce qu'on appelle le domaine de définition. Si vous avez une solution qui n'est pas dans le domaine de définition, vous ne l'utilisez pas. C'est-à-dire, on a un domaine de définition. Oui. Si la solution se trouve à l'intérieur, elle n'existe pas. En économie, on parle de champ d'application. Si vous, dans le champ d'application, il n'y a pas une solution à l'intérieur, vous n'utilisez pas celle qui est en dehors. Je vais vous amener la fiscalité. Il y a deux théories. Pour booster le recouvrement, il y a deux choses. Non, les recettes. Soit on élargit l'assiette, élargir l'assiette veut dire élargir le domaine de définition ou le champ d'application, et on intègre les gens qui n'y étaient pas. Ou alors, si vous ne le faites pas, vous allez mettre ceux qui sont là en surpoids. D'où le cumul. C'est-à-dire que, en fait, vous avez les mêmes gens dans votre domaine de définition qui font les mêmes choses depuis. Vous lâchez les compétences, mais vous ne changez pas de domaine de définition. D'où le cumul. Le président
est assez intelligent. Lorsqu'on travaille depuis 64 ans, Oui. il peut lui manquer tout, sauf l'expérience qu'il confère à la fin et le peu d'expertise. Donc moi j'estime pour ma part qu'aujourd'hui, nous sommes au niveau d'un logiciel dont il faut faire les mises à jour. C'est-à-dire, vous définissez une Le politique. logiciel est obsolète. Malheureusement, oui. Malheureusement, oui. Les Camerounais, on leur fait confiance à un logiciel obsolète. Oui. La pire des choses, pour le découvrir, lorsqu'on était en campagne, on leur disait que le président est vieux. Trop vieux pour diriger. Il nous disait non. Le président est là, il est tout, il est tout. Quelques mois plus tard, le président demande un vice-président. C'est un constat réel. On n'a pas besoin d'un adjoint lorsqu'on est encore capable de tout faire. Je n'ai pas dit capable de rien faire, je dis tout. C'est-à-dire qu'on peut faire certaines choses, mais on estime que à l'instant T, il me faut quelqu'un pour m'accompagner. Oui. Vous comprenez? Mais dès lors, vous demandez au peuple de vous permettre, à travers sa représentation, hein, d'avoir un assistant, le vice-président. Ça passe comme une lettre à la poste. Des mois plus tard, Jusque-là, toujours rien. rien. C'est pas Vous normal. dites que ça ne marche pas. Hein? Je vais faire des mois plus rien, plus. En ce moment, vous voulez qu'on questionne quoi? Hein? On questionne quoi? Le type adresse des politiques. Il fait des constats clairs. Il vous dit même ce qu'il faut faire pour réparer le tort qui a été créé au peuple camerounais. Mais il ne fait rien. En ce moment, on s'est dit, on commence à supputer que le président est dans l'embarras. Et ça nous amène à des choses extraordinairement mauvaises. Ça veut dire que si on commence à imaginer qu'on va pour bloquer le président, C'est compliqué. les gens sont allés voir les marabouts au Bénin, le président est bloqué. C'est ça, parce que sur le plan scientifique, Oui. il n'y a aucune raison, ce n'est pas compréhensible que quelqu'un fasse il adresse une politique. Il vous Il s'engage lui-même. Non, attendez, il adresse une politique, il vous nomme pour la mettre en œuvre, il l'évalue en vous disant que vous avez échoué, et vous dites que vous avez échoué. Il n'y a pas que vous, il y a peut-être les réformes également. Je vais faire les réformes, faire de nouvelles politiques, et nous mettre les gens à la place. Ça veut dire que c'est quelqu'un qui est intelligent. Oui. Il connaît. Discours propre. Discours propre. C'est-à-dire, pour que tu sois honnête, le président est cohérent. Mais à la fin, il ne met pas les moyens pour avancer. Et moi, comme je veux rester aussi un peu, peut-être pas courant, mais compréhensif, le président, à ce moment-là, il n'est pas arrivé à élargir son champ d'application, son champ de choix. Si vous m'appelez le mot, son champ de choix. Et le mot de définition. C'est le cadre qui manque à la présidence, pour un ministère, Attendez, dans l'organisation Cameroun. j'en viens. Sur la base de quoi crée-t-on le domaine de définition? Voilà. Parce que Timothée ce n'est pas dans ce domaine. Toute personne ici n'est dedans. Ah, c'est vous qui le dites. Mais attendez, s'ils y étaient, ceux qui sont morts auraient pu être remplacés. Il y a un vice-recteur. Non, il n'est pas dedans. Comment ça? Il y a ce qu'on appelle la théorie des cercles concentriques en Pour le moment. Lui est dans le 3e cercle, très loin du cercle où on décide. Très loin. Le docteur David aussi? Lui n'est même pas dans le cercle du tout. C'est un technocrate qu'on peut utiliser quand on veut ou pas, mais il est dans le cercle de décision politique. Et ça fait donc un problème que les gens commencent à se demander, est-ce qu'il ne faut pas écouter ceux qui disent que madame a bloqué? Que tu l'as bloqué? Tout est mis. Malheureusement, c'est parce que sur le plan... On va rester cohérent. Je suis cohérent. Lorsque la science... On parle de la République, nous on ne parle pas les... C'est pas le Balga. Oui, on parle de la Balga. On parle de la République. Je prends votre cas. Oui. Vous avez votre soeur qui est malade. Les mêmes médecins vous disent qu'ils n'ont rien vu, mais elle est toujours malade. Vous faites quoi? Ne répondez pas. Mais on sait là où chacun nous ira. Il va au village. Il va au village. Le village, c'est ce qu'il y a sur les réseaux sociaux, madame, qu'elle a fait ceci, le coup d'état a fait ceci. C'est ça le problème. Il faut décret. Le faux décret, c'est ça le village, c'est le village. là. Tout ça. On est arrivé à ce niveau-là. Oui. Et moi, je vous dis que lorsqu'un pays arrive à ce niveau-là, on se pose des questions pour dire, mais attendez, est-ce que le président à qui on a le droit et le devoir de prêter quand même la présomption de connaissance de son pays, 64 ans, ce n'est pas 64 jours, manque cruellement des gens. En ce moment arrive donc, comment fait-on pour entrer dans le domaine des définitions? Oui. Et là, je rentre dans mes lectures de mon cher petit frère qui est décédé, mon cher ami, qui avait un doctorat, là, mais qui était mort à un moment donné. Tu vas aîné? Bien sûr, vous avez compris. On commence à dire, mais comment fait-on pour avoir accès? Au sec. C'est ça le problème. On est dans le magico. Je ne sais pas, je ne dis pas ça, mais je dis moi, la science. C'est vrai, mais je disais, Vous avez au départ que, mon frère le sait, quand on a une définition d'une fonction mathématique, si vous n'avez pas la solution à l'intérieur, vous ne la cherchez pas à l'extérieur. Oui.
pour l'avoir, on tombe dans la fiscalité, où il faut élargir le champ et intégrer les gens qui n'étaient pas dedans. Si on intègre, on a une pléthore de cadres. Ça. Mais j'ai fait la mathématique. Si on intègre tout le monde, on a... Mais puisque si on ne nomme pas ces gens qui ne sont pas dans le cercle, comment faites-vous, professeur, pour voir les autres en dessous et vous n'êtes pas? C'est une interrogation. Si vous lisez donc Ateba et Nassau, vous comprenez que le Cameroun est géré par d'autres choses qui malheureusement ont peut-être donné leur preuve ailleurs. Parce que je dis, en France par exemple, personne ne peut nier ce que les maçons ont fait en France, aux États-Unis, partout, personne ne peut nier. Mais chez nous aussi, je peux encore avoir, je parle des maçons parce qu'il y a des ministres camerounais qui se vendent d'être maçons. Et des personnages publics le disent. Qu'on a vu en toge maçonnique. Moi je dis, nous prenons encore à voir ce que ces cercles que j'ai dénommés, donnant des définitions au champ d'application, ont donné au Cameroun. Lorsque ça a échoué, on m'a dit qu'une fois que le président en serait sorti. Non, vraiment. Non. Je ne veux pas savoir ce qu'il était avant de sortir. Ok. Je vous dis que la vie du président, non, c'est pas ce qui nous intéresse. Vraiment. Le président n'y est pas. Oui. Je ne veux même pas savoir s'il est ou il n'est pas. Je vous dis que le président n'y est pas. Oui. Il n'est donc pas tenu par ses cercles. Oui. N'est-ce pas? C'est mieux comme ça, vraiment. Pourquoi n'élargit-il pas le champ de choix? Je ne pense que le président déteste le Cameroun. Au point de voir les mêmes gens échouer et leur donner sur les missions. Je prends un exemple. Est-ce que le ministre de la jeunesse a réussi sa mission pour qu'on lui en confie une autre? Nous sommes évaluateurs. Nous sommes Qui l'évalue? Et où sont les résultats? Le ministre qui l'évalue. Monsieur Stéphane Barga, Oui. lorsque le chef de l'État, je prends un exemple, Allez-y. a dit, je crois le 31 décembre, je crois, qu'il va mettre 50 milliards pour le financement des projets des jeunes et des femmes. Il a dit non. Il parlait à qui? Au ministre de la Jeunesse? Non. Il parlait au peuple camerounais. Oui, son message. Et nous, on l'a entendu. Nous allons évaluer. Ben, bien sûr. Mais nous demandons, on va évaluer absolument. S'il n'y a rien, comme actuellement, je vais dire dans les ministères, les prestataires n'étant pas payés depuis 2 ou 3 ans ne veulent pas prendre d'autres prestations. Oui. Vous le savez également. C'est vrai. À la fin, je commence à comprendre sur le plan scientifique que le budget n'est pas le crédit. Le président a simplement dit débrouillez-vous à trouver 50 milliards, mais on peut en trouver même 2 à un moment donné. Le problème c'est que lorsqu'on aurait trouvé 2, quand on nous dit qu'on a trouvé 2, et voilà à quoi les 2 ont servi. Lorsqu'il n'y a pas de communication après, est-ce qu'on a communiqué sur les 103 milliards? Non. Pourquoi attendez-vous la communication sur les 50 milliards alors qu'on a pratiquement, je rappelle les engagements, le 30 octobre. Merci. Dans 3 mois, merci, on monsieur. va arrêter. Donc le métier après aujourd'hui, vous voulez nous mettre l'intelligence en congé, on ne fera pas. Moi je vous dis que lorsqu'on amène son enfant à l'hôpital, jusqu'au sur le niveau des professeurs, qu'on ne trouve rien, on rentre au village. Et le village, c'est le faux décret, c'est les histoires qu'on écrit là-bas que madame. On a compris, monsieur le maire. Vraiment, en 30 secondes, docteur Soumara prend la parole. En 30 secondes, vous venez de poser une question qui est très importante. Le Premier ministre sert à quoi finalement? Il est où? Pourquoi il est si silencieux? S'il faut demander des rapports du travail, de l'activité gouvernementale, on le fait comment? Peut-être qu'il y a un accident dans le siècle. Ça, c'est un élément qu'il faudra un jour qu'on mette sur la table. Merci, docteur. Merci de passer mon bonsoir au prof Biloa. Je vous rappelle, c'est une communication qui nous vient du Gabon. C'est un monsieur que je respecte beaucoup malgré sa casquette politique. C'est un monsieur qui est très mesuré dans son langage, contrairement aux autres membres du LPC qui ont des propos guerriers et arrogants. Dans le LPC, il y a quelques hommes de valeur comme lui qui méritent d'être ministre, mais malheureusement, au Cameroun, on le promeut que les médiocres au détriment des meilleurs. Pour preuve, regardez le Cameroun aujourd'hui qui bat tous les records de malgouvernance. Toujours les mêmes. Comment peut-on faire la même chose et s'attendre à un résultat différent? C'est une communication qui nous vient du Gabon. Docteur Semba, alors, je me pose la question que les Camerounais se posent. Et même, est-ce que cette cumul qu'on a constaté sur ce plateau, et que les Camerounais constatent en termes de postes administratifs, ne serait que la résultante de toute la malgouvernance qui nous entoure, que M. le maire a relayé sur ce plateau? Est-ce que ce n'est qu'une, on va dire quoi, une conséquence, et que les vraies causes sont ailleurs? Stéphane Barga, Jean de la Fontaine, j'y arrive, disait, patience et longueur de temps sont plus que force, plus que rage. C'est pour dire que lorsqu'on veut servir son pays, on n'attend pas son tour. On s'apprête à être, permettez-moi la redondance, on s'apprête à être prêt. Pour être prêt à tout moment. Oui.
Je ne fais pas partie de ceux qui attendent. Je fais partie de ceux qui sont prêts. Qui sont prêts à tout moment. Comme le professeur Conchu Komenya avait dit, il est dans les starting blocks. Je dis donc à mes congénères de ne pas être dans l'attentisme, mais être toujours prêt. Et comment on est toujours prêt? On se forme, on s'expertise, on écoute, on apprend. Pour que le jour où on vous appelle, que vous ne veniez pas pour vous servir, mais que vous veniez pour servir la République. C'est ce par quoi je voulais commencer. Maintenant, la question de la focalisation sur les mêmes personnes. Pour moi, elle n'est pas une cause de la malgouvernance. Parce que travailler avec les mêmes personnes veut dire qu'on leur fait confiance. Qu'ils ont réussi. Je n'ai pas dit réussi. J'ai dit... On peut faire confiance à un incompétent, docteur. Bien sûr. Et sans qu'il n'y ait des résultats, non. Ce serait encore plus grave. Il y a un problème. Est-ce que vous avez, à l'heure actuelle, un compétensomètre? Permettez-moi le néologisme. Non. Est-ce que vous avez un vous avez dit un médiocratiomètre? Non. Et vous savez pourquoi? Il y a quand même le senti du peuple que docteur est sur ce plateau. Vous savez pourquoi vous ne l'avez pas? Parce qu'on refuse dans notre modèle de gouvernance de travailler avec les chiffres. Avec des objectifs précis. Pourquoi vous nous posez la question sur le plateau? Est-ce que nous sommes les évaluateurs des ministres? Bien sûr. Nous ne pouvons pas être les évaluateurs. Pourquoi? On va les évaluer sur quels indicateurs? Mais nous sommes obligés. Les missions sont connues. Non, ce n'est pas. Il y a un problème. Les missions ne sont pas connues. Si. Peut-être les objectifs sont définis. Les ministres. Les missions, parfois, ne sont pas vraiment connues. On peut ministre pour mettre en posant en difficulté. Ok. Ça, c'est souvent vu. Ne me perturbez pas, s'il vous plaît. Les missions sont connues. La vision est définie, elle est même clairement définie. Merci. Mais le modèle de gouvernance nous empêche d'évaluer. On est d'accord, moi c'est ce que j'ai dit. Parce qu'on ne doit pas dire qu'on a mobilisé 50 milliards pour la jeunesse. Non. Comment? On nous empêche d'évaluer. On doit nous dire, je vais mobiliser, ou alors j'ai mobilisé 50 milliards pour sortir 1000 jeunes. Voilà. Voilà. De la pauvreté. Le refus de la communication juste. Le refus de la transparence. La jeunesse est immense. Le Cameroun a combien de jeunes? On parle de plus de 60% de la population. Oui. On va évaluer comment à la fin. C'est pour ça qu'on a le sentiment que les ministres ne travaillent pas. C'est pour ça qu'on a l'impression que les gens sont incompétents. Ils ne sont pas incompétents. Vous n'avez qu'échanger avec eux. J'ai eu, en tant que journaliste, j'ai le bonheur d'échanger avec plusieurs. Beaucoup parmi eux, je pense ne pas être excessif, sont parfois des génies. Qui vous expliquent même leur ministère de bout en bout. Qui vous expliquent les missions de leur ministère. Sauf que, il y a un problème de précision stratégique. Je n'ai pas la sémantique du docteur Badjek. Il a souvent ces mots spécifiques. Mais je me débrouille à ce niveau. On doit nous dire, je mobilise 50 milliards pour faire de 1000 jeunes des capitaines d'industrie sur 3 ans. Au bout de 3 ans, le peuple te pose la question, où en est-on? Tu dis donc au peuple, en réalité, je n'ai pas eu 50 milliards j'ai eu 10 pour faire performer 1000 jeunes. J'ai eu 10 milliards et j'ai fait performer 100 jeunes. Et les voilà. À partir de là, on va donc établir les responsabilités. Premier élément de responsabilité. Pourquoi on n'a pas eu les 50 milliards? Parce que ça devient clair. Ouais. Est-ce que les 10 milliards qu'on a seulement eu en faisant performer 10 jeunes ont été optimalement utilisés? Est-ce qu'avec 10 milliards, on ne pouvait pas faire bondir 100 jeunes? Au lieu de 10. Vous voyez que là, tout est clair. Tout le monde peut donc évaluer. Or, le modèle actuel est tel que seul le président de la République a les grilles d'évaluation. Le seul patron du pays, c'est Et lui. comme nous
On ne connaît pas sur quelle base. Alors, est-ce qu'on peut continuer avec ce management de l'opacité? Parce que le président est vraiment président, il maîtrise toutes les strates en termes d'orientation, en termes de positionnement. Est-ce que ce management opaque, entre guillemets, peut nous amener vers les objectifs que nous-mêmes, on s'est clairement définis avec 2035 comme point focal? Non, 2030 aujourd'hui. Stéphane Barga, Ce n'est plus tout à fait 2030. 2030 désormais. Bien sûr, c'est 2030. Il faut vraiment s'inquiéter. le problème que vous posez est celui, monsieur le maire a parlé de cercle. Le terme scientifique, c'est la bulle technocratique. Parce que vous m'avez posé la question des mêmes. Il crée dans une bulle technocratique un cénacle où c'est seule une poignée de Camerounais Se retrouve. ont la vraie information. Sur quels critères? On est donc obligé. Non, nous on ne connaît pas les critères puisqu'ils ne sont pas objectivement et clairement définis dès le départ. On se retrouve donc dans un moment où c'est les mêmes qui peuvent être PCA 4 fois. Oui. C'est les mêmes qui en 2 ans sont nommés 3 fois. Il est nommé, quelqu'un est nommé procureur quelque part. Oui. 6 mois plus tard, il est nommé DGA d'un port. 6 mois plus tard, il est nommé DG de Cotco. 6 mois plus tard, il est nommé DG de la Sonara. Ouais. C'est un exemple que je prends. Tout à fait. Comment la même, réel, ce n'est comment pas la c'est même réel. personne, dans un pays qui produit 50 000 bacheliers par an, 500 administrateurs civils par an, fait pour qu'un seul individu bénéficie de 4 décrets présidentiels en 2 ans, sans qu'on l'ait évalué. C'est la théorie de cette concentrique du Nous pouvoir. sommes obligés pour répondre à la question, est-ce qu'on peut continuer? Ce n'est pas moi qui l'ai dit, c'est vous qui avez qualifié cela de management de l'opacité. Je me réfère pour vous la débat que M. le maire a convoqué sur le plateau. Il y a eu... Je refuse de penser que lorsque votre enfant... lorsque les professeurs n'ont pas trouvé la maladie clinique de votre enfant, vous allez au village. Monsieur le maire ne veut pas dire qu'au village, ce n'est peut-être pas le clinicisme, mais c'est la science. Oui. Sauf que c'est la science occulte. Est-ce qu'on peut continuer Dans la science occulte. avec le management de la science occulte? Ailleurs, il a fait fabriquer des avions, il a fait fabriquer des bateaux, il a fait des appels, il a créé inventé des appels Internet. Oui. Est-ce que chez nous, le management de la science occulte est probant? Merci. Si nous sommes d'accord que le management de la science occulte n'est pas probant, il faut nécessairement le management de la science physique. Et le management de la science physique consiste en quoi? 1. Définir les profils pour chaque fonction publique. Définir des indicateurs chiffrés pour chaque fonction publique. Recourir ouvrir et réguler la concurrence en recourant au mécanisme des appels d'offres. Trois candidatures. Avoir des arbitres Neutre. objectifs et neutres. Très bien. Puisque nous sommes dans un pays de communauté et qu'on ne peut pas négliger le volet communautaire, on organise donc la compétition à la sphère soit départementale, soit régionale. Mais que ce soit une concurrence saine. Ainsi, on prend les 10 meilleurs, par exemple, de chaque région et dans les 100 meilleurs nationaux, on dégage encore. On procède à un écrémage jusqu'à ce que l'on obtienne La crème des crèmes. la crème des crèmes qui gère les affaires. On a donc toutes les composantes sociologiques, mais on a les meilleurs pour conduire le pays. Merci pour la réflexion, docteur Essomba. Bonsoir, toujours le Gabon qui est connecté. Je me nomme Alex Moto, je suis du côté du Gabon, je l'ai dit. J'avais une question. Dans un contexte de pénurie de cartes et de rationalisation des dépenses publiques, le cumul de fonciers administratifs peut-il être à la fois une nécessité conjoncturelle et un frein structurel à la bonne gouvernance, à la redevabilité et à l'efficacité de l'action publique? C'est une question. Bonsoir Stéphane Daga, ton riche panel, la thématique du jour. Je suis tout à fait d'accord avec le docteur Mbok. Le véritable problème, c'est la communication professionnelle. Que dit le docteur Mbok qui ne dit rien consent? Et les deux ministres qui cumulent ont quel résultat dans leur fief politique? Suivez mon regard.
Docteur Abdourahmane, président de l'association des étudiants du Septentrion. Il précise qu'il est royaliste. Merci pour... alors, pour ne pas faire de jaloux, good evening to all the panelists. Please tell the president to appoint Prof. Oh là là, Prof. Thank you, Mr. Olivier Nembo Taganang, for your own contribution. On ne va pas faire de jaloux en demandant qu'on nomme X et Y. Docteur Badjek, on va tout doucement vers la sortie. En une ou deux séquences, comment est-ce que on change le paradigme? Si les acteurs sont les mêmes, si l'acteur central, il ne veut pas dire peine, ou ne veut pas, personne ne sait quel est son modus operandi, fait le constat, mais rien ne bouge. Non, mais ça doit se faire, hein. Il n'y a pas... Ça doit se faire, hein. On est obligé de changer, il faudrait que ça change. Déjà, ça rentre dans l'ère du temps psychologique, au niveau de la psychologie collective. Il y a eu plusieurs propositions aussi qui m'ont semblé être on ne peut plus pertinentes. Je crois qu'on ne va pas redire les mêmes choses parce qu'il faut dire peut-être quelque chose de différent. Mais tant que nos sociétés, en termes de management, ne vont pas agir sur l'acronyme AHCR, ça ne marchera pas. Je ne comprends, je ne connais pas ces sociétés, ces organisations qui ne font pas d'audit. On commence par l'audit. Oui. Après, on a H, on a l'humilité de reconnaître que ça ne marche pas. Parce que tant qu'on n'a pas l'humilité de reconnaître que ça ne marche pas, ça ne marche pas. Après, on a le compte rendu. Le compte rendu, c'est l'information que l'on donne. Et en passant, la communication institutionnelle n'est pas, le délit n'est pas une stratégie de communication institutionnelle. C'est soit le projet latéral, soit le consentement. Lorsque vous optez pour le consentement, eh bien vous êtes sérieux, vous avez de la responsabilité. Et pour terminer, avec le R, on redresse la situation. Il n'y a que les idiots qui ne se trompent pas. Et je dois vous dire donc que c'est un peu ce qu'il faudrait dire. Parce qu'il y a eu de la lumière ici sur des propositions, l'expertise. Elle était dense et tout. Il a parlé des choix. Moi, j'ai apprécié son choix parce que j'ai également milité dans ses observations. Et là, maintenant, je dis, comment faire pour travailler? Vous pouvez changer et mettre les meilleurs si vous n'avez pas de moyens de les auditer et qu'il y a une certaine... organisation pyramidale, une architecture pyramidale avec toujours des censures et autres, ça ne donnera rien. Il faudrait que le peuple soit au courant de ce qui se passe. Il faudrait que la hiérarchie soit au courant de votre travail. Oui. Donc ça devrait monter comme ça. Merci Dr Badjek. Bonsoir le panel. J'ai dit un grand merci au Dr Moïse Mbok. Il était où? Belle lurette. Dr Sanza Douza. Merci à vous docteur. Professeur, l'urgence d'évaluation, l'urgence de mutation, l'urgence de ressources humaines, l'urgence de tout pratiquement. Oui. On a tous constaté avec le président que ça ne marche pas. Ça fait 5 ans, professeur. Non, ça fait 5 ans. Et donc, par conséquent, il faut un changement de paradigme. Donc, ça veut dire qu'il faut renouveler la classe politique. Il faut renouveler les méthodes de management. Oui. Et quand le président parle de réforme administrative, en réalité, c'est de ça qu'il s'agit. N'est-ce pas? Donc, il faut procéder à tous ces changements-là. Et le président doit être celui qui impulse ces changements. Oui. Voilà. Donc, c'est très important. Si on ne procède pas à ces changements, on ne va pas avancer, on va faire du surplace. On va faire du surplace. Donc, il faut à tout prix qu'il y ait ces changements. Donc, on attend que le président revienne pour impulser ces changements. Oui, ça fait 40 jours quand même. Non, mais quel que soit le cas, il va revenir. Il finira par revenir. Non, il reviendra, puisque les anciens disaient que... Le président a fait 2 ans sans sortir du Cameroun. Mieux vaut tard que jamais. Donc, quel que soit le cas, le président va revenir. Et ceux qui semblent très informés disent qu'il va revenir très très bientôt. Merci, merci professeur. Tous les intervenants veulent la nomination. Sujet très intéressant. Pour eux, maintenant, il faudrait parfois gâter avec une dame comme celle de l'UNDP. Merci à vous, Fouette Eric. On l'a compris, Jean-Moïse Mbok, en 1 minute, avant que monsieur le maire ne prenne la parole aussi, et que Timothée ne conclue. En 1 minute. Le ministre Zengele, pendant qu'on était en train de manœuvrer pour cette affaire de vice-présidence, a demandé pourquoi vous êtes si pressé. Qu'est-ce qui vous poursuit? C'est suspect. Il y a quoi derrière vous? C'est suspect.
Moi, aujourd'hui, je vais aller dans la trajectoire du chef de l'État qui a sollicité un accompagnement d'un vice-président. Dire aux Camerounais qu'aujourd'hui, on va regarder l'activité du chef de l'État, mais tous ses collaborateurs qui sont autour de lui, on les regarde aussi. Oui. Ils sont tout aussi responsables. De l'état général du pays. Oui, le secrétaire général de la présidence, directeur du cabinet civil, le premier ministre, chef du gouvernement, nos 2 présidents des chambres hautes et basses, Oui. principalement. Il faut qu'ils comprennent bien qu'on n'est plus dans une dynamique de regarder seulement M. Biya. Mais eux tous qui Au sont conseil économique, il faut remplacer. il faut là-bas. remplacer. C'est pour ça que je n'ai pas cité, parce qu'il faut remplacer là-bas. Il faut donc que toute cette chaîne, jusqu'au comité central, retienne très bien que tous les Camerounais les regardent eux tous. C'est fini la fait qu'on disait que tous c'est M. Biya. Maintenant, eux tous sont comptables. Merci, Ils ont docteur. intérêt à lui donner les bons conseils et l'amener à rentrer dans leur journal. Ils ont appelé, c'est quoi? C'est l'action. C'est le temps de l'action. Merci. Bravo, docteur Somba. Il est lucide ce soir. C'est ce qu'on attend d'un intellectuel, la neutralité et l'objectivité dans les analyses. Monsieur le maire, 30 secondes, le temps est achevé. Moi je vous ai dit au départ que je suis malheureusement dans une posture où je n'attends plus rien de ce management. Malheureusement. Je souhaite simplement que ce management qui a fait son temps et qui a fait pour le Cameroun ce qu'il pouvait faire, laisse le Cameroun plus facile à gérer que lorsqu'ils sont arrivés. Merci. C'est ce que je souhaite. Docteur Somba. Il ne faut toujours pas penser que le renouvellement systématique de la classe politique est la panacée. Parce que parfois des changements très bruts ou très brusques peuvent plutôt produire un effet anthropique. En tant que juriste, j'estime qu'on atteint les meilleurs objectifs avec le cadrage. Il faut constitutionnaliser la performance au Cameroun et il faut beaucoup miser sur l'encadrement de tous les secteurs d'activité. Lorsque vous regardez l'Occident aujourd'hui, pourquoi ils réussissent? Grâce à la réglementation. Merci. Tout est réglementé. Codifié. Or, codifié. Les dernières grandes réformes du Cameroun datent de 1990. Voilà. Ça fait 36 ans. Et on voit comment ça a pesé. Le docteur Badjek parlait de la psychologie sociale. Il semble qu'aujourd'hui, le peuple soit déjà à saturation. Voilà. Il faut un nouveau souffle Merci, réformateur. merci docteur Essomba. Docteur Badjek est très pertinent, vraiment. S'il vous plaît. Oh là là, on Nous va sommes pas d'accord, donner dis-le. le pouvoir. Nous sommes d'accord. Nous sommes d'accord. Dites-le ça. Alors, Il y a de la ressource ici. il y a de la ressource. Oui. Merci Jean-Maurice Mbog. Merci professeur. Monsieur le maire, docteur Essomba, docteur Badjek, nous sommes ensemble, comme on dit au Cameroun. Tous les Camerounais nous ont suivis, ils se sont exprimés. On va s'excuser auprès de ceux dont les contributions n'ont pas pu être relayées. Malheureusement, les impératifs inhérents à la production d'un programme comme celui-ci ne nous l'ont pas permis. Mais promesse est faite que la prochaine fois, tout sera rentré dans l'ordre. Vous ne bougez pas, dans 8 à 7 minutes, vous serez justement au cœur de l'information avec Mini Chobo qui va relayer à la langue de Shakespeare. Je précise le meilleur de l'information. On ira 20h avec Théophile Vianney-Billa, le même exercice, le meilleur de l'information. Vu que nous sommes sur Insto TV, on vous dit un bon début de week-end et à nous revoir très certainement avec le même plaisir.